Bonjour à tous et bienvenue sur le stand du siècle vert. Bonjour Hugo Franceschi. Bonjour Antoine. Nous sommes de retour pour la 11e fois cette année au Salon de l'Agriculture 2019 en direct donc du stand du siècle vert pour cet avant-dernier numéro d'À travers champs déjà. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour honorer cet avant-dernier numéro, on a un très très beau programme Hugo. Un magnifique programme puisque nous recevrons comme d'habitude beaucoup de producteurs et notamment des producteurs qui nous viennent de la région Île-de-France puisque c'est elle qu'on met à l'honneur aujourd'hui. Mais on aura également le plaisir d'avoir des animaux tout mignons et tout doux d'ailleurs qui seront accompagnés par quelqu'un d'un peu moins mignon. Il s'agit de Dimitri Hainaut. Mais également nous recevrons aussi des invités politiques. Il y aura notamment en première partie d'émission Danielle Simonet qui viendra parmi nous. Elle est oratrice nationale de la France Insoumise et était déjà venue dans À travers champs. C'était l'année dernière, mais exceptionnellement pour cette dernière journée au Salon international de l'agriculture, nous aurons deux invités politiques, Antoine. Exactement, on en aura un deuxième en deuxième partie d'émission. Il s'agit du secrétaire général adjoint de la FNSEA, Daniel Prieur, qui répondra à vos questions, Hugo, mais également à celles de Yanis Darras et de Lucas Pierre. De Lucas Pierre, exactement. Hugo, vous pouvez réagir tout au long de l'émission avec le hashtag siècle vert. Ce sera également l'occasion de retrouver tous les chroniqueurs habituels de cette émission, Alexandra Delbo, Patrick Urban ou encore les duplex d'Alban Gamet de Saint-Germain. Hugo, est-ce que vous êtes prêts ? Plus que prêt, Antoine. Eh bien alors le 11e numéro d'À travers champs, c'est en direct et ça commence maintenant. Mais avant de commencer cette émission et avant de retrouver Dimitri Hainaut qui est accompagné d'un animal tout doux et tout mignon, comme vous l'avez très bien dit, Hugo, c'est Manon Blangis qu'on retrouve ce matin, comme tous les matins. Bonjour Manon. Oui, bonjour Antoine, bonjour Hugo. C'est l'occasion de faire un petit récap de ce qui s'est passé hier. Hier justement c'était l'avant-dernier jour du salon et la journée était plutôt calme, on peut le dire. Manon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Eh bien, les dernières activités se sont mises en place spécialement pour le week-end. Donc les visiteurs ont pu goûter par exemple la viande de l'agneau des Pyrénées, mais surtout en fait apprendre à découper, et même filer la laine. Voilà. Pareil pour le comté, sauf pour le côté filage de laine. En fait, c'était une dégustation par les professionnels de la filière et les amis du comté. Vous pouvez d'ailleurs toujours le faire aujourd'hui dans le hall 1 et le stand J74. C'était aussi le lancement d'un atelier pomme du jour sur le stand Verger éco-responsable. Et c'est la pomme Tentation qui a été mise à l'honneur, tout comme aujourd'hui d'ailleurs au stand C13 du pavillon 2.2. Et c'était la fin d'un autre concours assez important hier, Manon. Oui, la dernière épreuve du concours des trophées des lycées agricoles se déroulait hier. En fait, le concours s'est étendu sur toute la semaine. Alors, les élèves en fait sont notés notamment sur la décoration et l'animation de la stalle, sur la façon dont ils isolent les bovins en sécurité, la façon dont ils les soignent, comment ils font un collier par exemple anti-étranglement. Donc tout plein d'épreuves en fait qui se sont déroulées vraiment toute la semaine. Et même ils sont notés sur la création d'une page Facebook. Et les résultats en fait doivent être annoncés aujourd'hui. Et voilà, les résultats ont été annoncés aujourd'hui. On en reparlera évidemment au fur et à mesure de cette émission. Merci Manon Blangis, on vous retrouve tout à l'heure du coup pour une présentation de la région Île-de-France. Et on en parlait en tout début d'émission il y a quelques instants. Dimitri Hainaut est avec un animal un peu particulier. Hugo Franceschi, vous l'avez rejoint. Oui, tout à fait. Nous sommes avec Dimitri Hainaut et également avec Eric qui est éleveur de Esméride, c'est bien ça ? Hermine, voilà, Hermine. Voilà, donc bonjour Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes venu accompagné de Hermine, qui est donc un âne, c'est un âne normand, si je ne me trompe pas. Un âne nain. Un âne nain, voilà, parce que vous l'avez compris, l'autre modèle est un petit peu plus grand. Vous êtes donc sur la ferme pédagogique qui est dans notre stand, dans le même pavillon que nous, le pavillon 4. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de cette ferme pédagogique ? Alors effectivement, je suis le responsable de la ferme pédagogique du salon. Le principe, c'est quelque chose qui a été mis en place par les vétérinaires il y a déjà 8 ans. Le principe, c'est d'expliquer aux enfants le bien-être animal au travers des animaux qui sont présentés. C'est-à-dire que on explique que le bien-être, c'est répondre aux besoins physiologiques de chaque animal. Donc on leur fait découvrir le besoin physiologique de chaque animal, ce qui leur permettra d'apprendre à s'en occuper ensuite. Et vous avez combien d'animaux sur cette ferme ? Alors on a les représentants un peu de tous les animaux de la ferme. C'est-à-dire qu'on a un âne, un poney, une vache, des moutons, des chèvres, des poules et des lapins. Alors la plupart de ces animaux viennent de la ferme du château de Canon qui se trouve à Mésidon-Canon, près de Lisieux, d'où est issue Hermine, qui est née chez eux. Et ils ont pratiquement 1000 animaux en liberté dans leur ferme. Et donc c'est un endroit magique. Et l'avantage, c'est que leurs animaux sont habitués à être touchés par tout le monde. Et c'est pour ça qu'au salon, ils n'ont aucun stress et que ça nous permet de les mettre en scène. C'est vrai qu'on les voit souvent, là-bas, ils sont
hyper paisibles, très tranquilles. Ils sont tous dans Ils leur sont petit très enclos. calmes, hein, alors qu'il y a Extrêmement vraiment calmes. il y a foule de monde qui les accompagne. Exact. Juste une petite question, quel âge elle a la petite Hermine? Déjà, elle a bon appétit, ça Alors, se voit. Mais... Elle est âgée de 10 mois. Et justement, donc vous parlez donc un âne nain. Quelles sont les particularités de ces ânes justement? Est-ce qu'il y a des différences par rapport aux grands modèles ou pas du tout? Alors, il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est que, bien sûr, la charge et le travail qu'on est susceptible de leur demander sera proportionnel à leur taille. Forcément, donc un petit peu moins de charges lourdes et des transports différents. Et est-ce que c'est aussi doux qu'un âne? Parce qu'elle est particulièrement douce, la petite Hermine. Vous voulez caresser, Dimitri? Allez, Dimitri. Ça vient surtout de la façon dont ils sont élevés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où leurs parents sont élevés familièrement, forcément leur descendance l'est aussi. Et c'est la vocation de la ferme du Château de Canon, c'est justement de pouvoir présenter des animaux que tout le monde peut toucher et que les visiteurs gardent le souvenir de la rencontre qu'ils ont pu avoir avec l'animal. Et donc vous nous disiez tout à l'heure, il y a 1000 animaux différents donc là où on peut vous retrouver à côté de Lisieux. Il y a aussi beaucoup d'ânes nains. Il y en a combien à peu près là-bas à Lisieux justement? On a une dizaine d'ânes nains à peu près. Une dizaine? Oui. D'accord. Et comment ça se nomme? En fait, c'est comme un âne, la même alimentation, c'est tout pareil en fait. Exactement pareil. Sympa, c'est bon à savoir pour ceux qui sont curieux pour avoir des nains. C'est juste pour des petits. pour des ânes, nains, pardon. Les nains, c'est Oui. autre chose, c'est complètement différent. Comment ça se passe justement l'approche des enfants en général avec les animaux? Donc vous l'aviez dit, il y a des lapins, il y a des vaches, il y a des ânes, il y a un poney. Comment ça se passe l'approche des enfants? Est-ce que ça change? Il y a beaucoup de différences en fonction de l'animal? Alors déjà, c'est pratiquement le seul endroit du salon où les enfants sont encadrés par des animateurs pour toucher les animaux. Ce qu'ils veulent à tout prix, c'est toucher, avoir un contact. De nos jours, même à la campagne, les enfants sont très déconnectés des réalités du terrain, des réalités de l'agriculture, de l'élevage, parce qu'on a beaucoup de néo-ruraux dans les campagnes. Et donc, c'est une occasion de leur faire approcher les animaux, de leur apprendre par exemple qu'on va mettre la main à plat pour donner de la nourriture, si on ne veut pas se faire pincer les doigts, ce que mange chaque animal, comment ils vont les toucher, comment ils vont les approcher, qu'on ne met pas la main au-dessus de la tête, mais qu'on va plutôt mettre la main en dessous pour pas que l'animal se sente agressé. C'est très Toutes ces ludique. petites choses-là, en fait. voilà. C'est très ludique et c'est le seul vrai endroit du salon où ils ont un contact. Eh bien, merci beaucoup, Eric, et merci à vous, Dimitri. Bah, merci. Puis, Et merci à Hermine. À Hermine, évidemment. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté un petit peu ces animaux finalement qu'on découvre chaque jour et qu'on est très heureux de découvrir. Depuis le début de la semaine et depuis le début du Salon de l'Agriculture 2019, nous nous efforçons de vous présenter différentes régions à travers leurs producteurs, à travers leurs produits, et également à travers différentes personnalités. Et pour la dernière région à présenter, on ne se déplace pas, ou pas beaucoup aujourd'hui. On reste un peu chauvin même, Oui, je dirais. on est assez chauvin pour le coup. On reste même dans la région du Salon de l'Agriculture. Manon Blangis, vous nous présentez simplement l'Île-de-France. Et même si on la surnomme aussi région parisienne, il ne faut pas oublier qu'en plus de la plus belle capitale du monde, il y a en Île-de-France la banlieue aussi. Au total, il y a bien 8 départements et d'ailleurs l'Île-de-France est la région la plus peuplée de France avec 12,1 millions d'habitants en 2016. Et le gentilé, je vous le donne, c'est les Franciliens. Les Franciliens évidemment. Et alors qui allez-vous nous présenter qui est originaire de la région? Parce que j'imagine bien que pour le coup avec 12 millions d'habitants, le choix était assez large. Ouais, exactement, même trop large. Mais on va quand même s'arrêter sur un acteur en particulier qui est né à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. C'est Jean Dujardin, qui est, il faut avouer, un acteur qui a su se diversifier et faire énormément de rôles diamétralement opposés. Puis Voilà, son nom et colle qu'il plutôt bien en réussit Salon de quand même. l'Agriculture. Oui, bah exactement. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi. Hein. Non. En fait, il commence dans les années 90 avec Un gars, une fille, la petite série télévisée aux côtés d'Alexandra Lamy. Ensuite, il fait évidemment Brise de Nice et OSS 117, qui Les lui donne fameux. une réputation plutôt de comique, exactement le fameux. Mais il a quand même réussi à étonner tout le monde en tournant dans des films beaucoup plus sérieux comme The Artist. Et d'ailleurs, qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Une chose c'est le premier français, ce n'était jamais arrivé avant, à l'avoir obtenu. Alors ça c'est Rueil-Malmaison, ça c'est la banlieue ouest et on va maintenant s'attarder sur une personnalité de la banlieue est. Voilà, Logiquement. on fait un peu les deux. Et j'aurais On est pu gentil. choisir évidemment de parler de Louis Aragon, Émile Zola ou encore Voltaire, qui sont tous nés à Paris. Mais bon, j'ai choisi de parler de Vald. Voilà, j'ai trouvé ça mieux. Vous pouvez aussi. Voilà, on peut aussi. En fait, on ne pouvait pas passer à côté de tous les rappeurs qui viennent d'Île-de-France. Je sais pas si Et, c'est le même niveau d'écriture. Non, mais- je sais pas on non est bien plus. aussi. On va rien dire. On va pas se prononcer. En tout cas, Val, de son vrai nom, Valentin Ledu, qui vient de Seine-Saint-Denis. Et plus précisément d'ailleurs d'Aulnay-sous-Bois. Il se met au rap à 17 ans et sort quelques mixtapes. Mais c'est en 2015 vraiment que Vald fait le tour d'internet avec son morceau Bonjour.
Ouais. Oui. On s'en souvient. Et surtout la phrase il a pas dit bonjour. Donc c'est en 2007 seulement que Vald sort son premier album Akarta. Puis Xe en 2018 avec son titre Désaccordé. Et pour parler de sa ville natale, il a carrément écrit une chanson dessus, qui s'intitule du coup Aulnay-sous-Bois, où il écrit par exemple Mon quartier fait trembler la province. Et ça c'est beau, mon quartier fait trembler la province. Un bel appel à la paix finalement. Merci Manon Blanger de nous avoir présenté l'Île-de-France et de nous avoir présenté tout au long du salon toutes ces régions. Merci Manon Blanger. Alors on va rester dans le thème de l'Île-de-France évidemment avec vous, Bastien Cochet. On va s'attarder à une des spécialités de l'Île-de-France. On les voit déjà sur la table et ça sent déjà très bon rien qu'à le sentir et c'est déjà très beau rien qu'à le voir. Alors j'imagine même pas le goût puisque vous êtes avec, je m'ose à le dire, un boulanger. Exactement, je suis avec Éric Bleuzet, donc qui est boulanger et qui fait aussi partie de la chambre professionnelle des boulangers du Grand Paris. Bonjour Éric Bleuzet. Bonjour. Donc vous êtes venu aujourd'hui avec vos produits. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Alors là, on a un pain au chocolat, un chausson, une tartelette aux pommes, qui sont tous fabriqués en direct sur le salon, devant les visiteurs, avec des produits, des pommes de l'Île-de-France. Enfin, le beurre, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, là, on a sorti une baguette aussi qui s'appelle la francilienne, qui va être proposée au boulanger, fabriquée avec de la farine issue de blé, uniquement récoltée en Île-de-France. D'accord, donc on est vraiment dans le local au maximum. Pour les circuits courts, enfin maintenant c'est à la mode, les consommateurs. C'est ce que les consommateurs recherchent. Voilà, justement. et ils recherchent, voilà, exactement. Alors il faut voir le stand, hein, parce qu'en fait il y a une boulangerie à l'intérieur même du pavillon 3, Voilà, sur le stand Île-de-France. Ouais. Alors tout le monde s'affaire dès le matin pour produire du pain et fournir un peu tout le salon. Tout à fait. Alors, quel type de pain vous produisez? Parce que vous produisez sur le salon, mais bien sûr vous avez votre boutique aussi en dehors. Voilà. Non, actuellement, enfin, je suis en retraite maintenant. J'ai vendu mon affaire il y a 2 ans. Donc on est bénévole, on vient animer des salons comme le salon de la culture, la fête du pain à Paris Notre-Dame au mois de mai. Vous faites ça Est-ce par que passion. vous pouvez On nous... fait ça par passion, tout à fait, exactement. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la fête du pain? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors la fête du pain, c'est un fourni, c'est le plus grand fourni du monde. Il fait 1500 mètres carrés. Notre-Dame nous autorise à nous installer. Beaucoup voudraient s'installer là, mais pour des événements, mais ils ne l'accordent qu'aux boulangers. Donc c'est Nous sur sommes le les seuls parvis même? Sur le parvis même de Notre-Dame, au kilomètre 0. D'accord. Voilà. Et ça dure environ 10 jours. Ça se passe pendant la semaine où il y a la Saint-Honoré, qui est patron des boulangers. Et il y a l'Ascension et la Pentecôte, donc il y a pratiquement 50 000 visiteurs par jour qui viennent nous voir et beaucoup Ça fait du monde. beaucoup d'étrangers. Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, par rapport à ici, on est une centaine de personnes à travailler toute la journée pour fabriquer, faire des démonstrations, faire goûter le savoir-faire. La baguette est connue dans le monde entier, quoi. Justement, parlant de goûter, est-ce que je peux goûter Bien sûr, vos créations? Parce que en allez-y, fait, elles allez-y. m'intriguent. Tout à fait. J'ai pas Ah petit ouais. déjeuner ce matin. donc, Allez-y, c'est vrai alors. que Allez-y. mon ventre m'appelle. On a chausson aux pommes ici, Voilà. pain au chocolat et Une tartelette aux pommes. tartelette aux pommes. On se limite en production parce que Oui, là, il n'y a pas l'éventail de tout ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est comme le pain, on fabrique uniquement la baguette de tradition, quoi. On n'a pas cette place pour fabriquer autre chose, voilà, c'est ça. Alors Hugo, Ça manque de place. J'ai la bouche encore un peu pleine. C'est succulent. Bon, bah tant mieux. Succulent. La pâte Tant est mieux. extrêmement fine et c'est vrai que Ouais. moi, la boulangerie à côté de chez moi, désolé à ma boulangère, mais c'est vrai que justement, je trouve que la pâte est souvent un peu trop épaisse. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas, Ah, ouais. vraiment. C'est Disons que c'est fait par des anciens, mais vraiment des professionnels qui ont de l'expérience et tout. Voilà. Mais alors, justement, vous êtes à la retraite, mais Oui. pourquoi avoir continué? Pourquoi avoir intégré cette initiative? On a créé une amicale et en gros c'est pour envoyer à la boulangerie ce que la boulangerie nous a apporté pendant toute notre carrière avec différents événements qui nous ont permis d'évoluer dans notre métier, dans les différents concours qui permettent de nous mettre en valeur, quoi. Boulanger, c'est un métier que vous avez chéri? Ah oui. J'étais apprenti, j'avais 15 ans. J'étais apprenti dans le Nord, à la frontière belge, et puis après je suis monté à Paris, comme on dit. Donc voilà, et je sais faire que ça, quoi. C'est une passion, quoi. Il faut être passionné parce que c'est un métier quand même assez dur, comme tous les métiers de bouche, hein, en règle générale. Oui, donc vous commencez très tôt.
Et vous finissez très tard. Ouais, surtout quand on est installé à son compte, ouais, tout à fait. Voilà, ouais. Merci Bastien Cochet, merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté un peu ces bons produits. Hugo, je crois qu'il a encore excellent sur la, produit. sur la langue. Alors, j'ai pas encore goûté la tartelette, mais faut en laisser ça aux va autres, arriver quand bientôt. même. Oui, je vous les laisse de toute façon. Merci, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Voilà. On peut vous retrouver donc dans le hall 3, Voilà, région. tout à fait. Si vous voulez me faire un petit coucou, faut pas hésiter. Avec grand plaisir. Nous on repassera en tout cas avec grand plaisir, ne serait-ce que pour finir notre petit déjeuner. D'accord. Qu'on a commencé beaucoup trop tard. Mais on vous retrouve donc au hall 3, région Île-de-France, évidemment. Merci à vous, merci Bastien Cochet. Merci. Et on reste dans le thème de l'Île-de-France maintenant que nous avons bien mangé, ou du moins qu'on avait une bonne présentation de ce qu'on peut manger en Île-de-France. On va retrouver une petite présentation de ce qu'on peut bien boire en Île-de-France. Hugo Franceschi, vous êtes avec Dimitri Hainaut et vous n'êtes pas seuls tous les deux. Exactement. Et effectivement, il y a plein de choses à boire. Alors là, ça reste de l'alcool. Alors peut-être pas au petit déjeuner, on va peut-être éviter. Et évidemment, c'est à consommer avec modération. Mais on va parler de bière aujourd'hui, Exactement. Dimitri. Et on est accompagné de Aurélien et surtout des bières du Vexin. Et alors attention, là, il y a de la médaille, il y a notamment beaucoup de produits. Alors bonjour Aurélien, merci d'être avec nous. Bonjour. Présentez-nous un petit peu vos bières du Vexin là qui sont devant. Vous nous avez ramené 3 modèles différents. Voilà, donc pour commencer, donc, nous on est agriculteurs brasseurs et donc nous fabriquons notre bière avec notre orge à la Ouais. ferme, donc en Ile-de-France, à 10 km de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Donc juste Voilà. à côté de Paris. C'est ça. Voilà, très simple. Et donc du coup, là on voit, il y a du coup... Une blonde, Voilà. une ambrée et une ambrée au miel qui est 2 fois meilleure bière au miel du monde. Oui, ça on World avait Beer vu, Award. meilleure bière au monde. Donc du coup, votre bière au miel est la meilleure du monde. Quelles sont enfin, c'est plutôt Une des meilleures. une des meilleures. C'est plutôt gratifiant comme récompense. Quelles sont les caractéristiques justement pour que une bière au miel soit considérée comme la meilleure bière au miel du monde? Que ce soit un produit harmonieux, que vous ayez envie de la reboire, que le miel soit pas trop agressif, que ça donne une rondeur à la bière, qu'on n'ait pas l'impression de boire du sous-chêne, enfin que ça reste de la bière, quoi. Qu'on ressente vraiment tous les goûts et de la qualité et qu'on a envie d'y retourner. Ça me paraît un bon résumé. Je pense. Voilà, c'est surtout ça. Vous avez également pas mal de médailles au concours général agricole du Salon de l'Agriculture. Vous en avez eu cette année ou pas pour vos produits? On a eu une médaille d'argent cette année sur notre vexinoise ambrée, donc ça fait notre 24e médaille. On participe depuis 2003 à la création du concours des bières. Donc voilà, on est Ouais. présent tous les ans au palmarès. Donc ça... Il y a un bon palmarès du côté de la bière du Vexin. Alors justement, vous parlez de bière au miel. Quelles sont les autres particularités des différentes bières que vous proposez? Parce qu'il n'y a pas que la bière au miel, il y a vraiment de tout. Quelles sont les particularités de vos bières? La particularité de nos bières, c'est que comme on est agriculteur, on fabrique notre bière avec notre orge. Donc nous, on Vous faites tout de A à Z au final. On fait tout de A à Z, voilà. Sauf le maltage, en fait, notre orge est envoyé en Belgique dans une malterie qui nous le ramène sous forme de malt, en fait, tout D'accord. simplement. Mais après, donc, comme on est agriculteur, on fait ressortir le goût des céréales plutôt que le goût du houblon. Donc on ne va pas aller sur des IPA, les nouvelles Oui. bières à la mode qui sont très amères. Ouais. Nous, on fait ressortir le goût de nos productions, donc on travaille sur les maltes. Donc on va avoir des bières qui sont très douces, Ouais. et où vous allez avoir des particularités céréalières, des petites notes de caramel, du torréfié, des choses comme ça. Donc vraiment tout doux pour l'apéro, c'est impeccable. À consommer avec modération, toujours. J'ai vu aussi qu'en plus de bière, vous produisez des sodas. Notamment le Vexin Cola et le limonade du Vexin. Et là aussi, vous êtes médaillé. Bulle d'or, là aussi. Là aussi, ouais, on a créé une, Il y a de la une médaille, limonade, hein. un petit cola qui a bien plu. Et donc voilà, ça reste de la production locale. On veut pas être industriel, on veut pas manger Coca-Cola, mais au moins on a créé ces produits qui ont plu et donc ça nous fait un petit plus sur l'exploitation. Ça fait un petit plus. On a eu plusieurs producteurs de bière tout au long de la semaine du Salon de l'Agriculture. À chaque fois, on nous disait que la semaine se passait très bien au niveau du salon. Comment s'est passée la vôtre justement au niveau de la vente de tous vos produits? Nous, ça se passe toujours bien parce qu'on est un petit peu local. On est en Ile-de-France, on est à 40 km d'ici, donc on voit des gens qui viennent nous voir à la brasserie, d'autres Ouais. qui ne nous connaissent pas mais qui nous découvrent ici, qui vont revenir nous voir. Donc nous, l'intérêt, ça reste le côté locavore et puis de faire venir les gens à la brasserie. Nous, on vend 65% de notre production en vente directe les samedis et dimanches, quoi. Donc, oui. voilà. Nous, on invite les gens à venir tous les samedis et dimanches, venir visiter la brasserie. Et on vous expliquera la fabrication, vous pourrez déguster nos produits et Il y a voir des notre visites lieu de qui sont travail. organisées. Voilà, pour- c'est en visite libre, quoi. Là, vous pouvez venir pendant les horaires d'ouverture, vous voyez notre brasserie, la chaîne d'embouteillage, vous voyez tout, quoi. Tout est transparent chez nous. Bah, c'est génial ça. Et du coup, il y a un site internet pour récupérer toutes ces informations pour voir. Bièreduvexin.com, vous avez toutes les infos, tout ce qu'il faut savoir sur nous, tout est présent. Bah voilà, vous savez tout sur les bières du Vexin avec les différentes médailles. Vous voyez, s'il y a besoin d'avoir des preuves de qualité, bah elles sont là avec toutes les Elles médailles. sont sur les bouteilles. Et les C'est ça. bouteilles elles-mêmes sont très jolies. Donc plus. voilà, on a tout. On a exactement Merci tout. beaucoup. Merci à vous. Et si vous avez besoin de preuves supplémentaires, et bien évidemment, on vous retrouve dans le hall 3. Exactement, évidemment, dans région le hall Île-de-France. 3, en région Île-de-France. Merci beaucoup Aurélien d'être venu avec vos produits sur le studio du Siècle Vert.
Alors, on vous le promettait depuis le début de l'émission, Hugo, on a comme chaque jour un de nos globetrotters préférés. C'est Alban Gamet de Saint-Germain qui lui n'aime pas rester en plateau comme nous. Non, il est trop instable. Oui, pour ça, il est trop instable, il bouge beaucoup trop. Alban, ce qu'il aime lui, c'est partir à la rencontre des animaux. Hier, il était avec des lamas, l'autre jour avec des chameaux, avec des producteurs, dans des bars parfois. Alban, est-ce que vous nous entendez? Où êtes-vous aujourd'hui? Alban, nous cherchons notre reporter culinaire. Il semble qu'Alban passe dans un tunnel. Ah. On va le retrouver dans quelques instants d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle que nous serons avec l'oratrice de la France Insoumise, l'ancienne conseillère de Paris, Danielle Simonet. Danielle Simonet instants. qui était déjà venue sur notre plateau l'année dernière dans À Travers Champs et que nous avions pu interviewer. Et c'est finalement aujourd'hui ça va être Yanis Darras, Lucas Pierre et moi-même qui allons l'interroger toujours sur des sujets d'actualité. Ça ce sera dans quelques instants et en troisième partie d'émission, nous retrouverons le secrétaire général adjoint de la FNSEA, Daniel Prieur, qui répondra à vos questions, Hugo Franceschi, à celle de Yanis Darras et également à celle de Jean-Paul Hébrard. Tout à fait, Jean-Paul Hébrard qui travaille donc ici à TV Agri dans l'émission À Travers Champs. Ce sera une interview où nous aborderons notamment le rôle des agriculteurs aujourd'hui en France et la place qu'ils occupent dans la société aujourd'hui. Exactement. Et alors, on va retrouver Alban dans quelques instants. Avant ça, Hugo, je vous invite à aller rencontrer Alexandra Delbo qui, comme chaque jour, Alexandra présente une innovation, quelque chose qui est là pour révolutionner finalement l'agriculture et lui permettre encore une fois de se développer encore plus. Aujourd'hui, Alexandra, vous n'êtes encore une fois pas venue seule. On parle de quoi aujourd'hui, Alexandra ? Eh bien, évidemment, on a retrouvé donc Alexandra, à qui on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Alexandra. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, Alexandra, vous allez donc, pour fêter votre anniversaire, on fait péter le champagne et même péter le vin, si j'ose dire, et notamment le bouchon, puisqu'aujourd'hui vous nous parlez de bouchon de vin. Exactement, on va parler, donc on est avec Daniel Fournier qui est vigneron et on va donc parler de bouchons et des différents bouchons et du goût de bouchon. Donc, vous pouvez nous présenter, vous avez apporté 2 bouchons qui sont différents. Voilà. Oui, donc je vous ai apporté 2 bouchons, un bouchon naturel et un bouchon reconstitué. Bon, la différence, c'est que le naturel, directement, il est fait sur la planche de liège. Et le bouchon reconstitué, ce sont des débris de liège qui sont broyés et qui sont conditionnés sous forme de bouchon avec un liant. Voilà. Donc ça, on voit celui-ci qui n'a pas de petits morceaux, c'est celui en liège pur. Plein de petits morceaux, et là on voit le liège naturel avec les stries des années de production, de l'âge du liège. Voilà. Et donc d'où vient le goût de bouchon quand on a un vin bouchonné par exemple? Le goût de bouchon vient d'une molécule qui s'appelle les TCA. TCA, de trichloroanisole. Voilà. Et donc cette molécule au contact du vin donne le goût de bouchon, le côté liégeux. Mais si vous voulez, quand on le sent, c'est qu'il y a une certaine dose de TCA dans le vin. Mais par contre, quand il y a des toutes petites doses, c'est plus des déviations aromatiques. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est que je goûte 3 bouteilles, j'ouvre 3 bouteilles avec les mêmes bouchons, et des fois j'ai des sensations différentes où j'ai une bouteille bouchonnée et là on le ressent parce que la dose est importante de TCA et en fonction aussi du vin, il faudra plus de TCA sur un vin puissant comme un Cahors que sur mettons un vin beaucoup plus léger ou sur un blanc. Et donc nous au Château Montplaisir, on a pris la décision de passer sur des bouchons reconstitués, sauf si nos clients nous demandent d'avoir un bouchon naturel pour justement ne plus avoir ces déviations aromatiques, donc si vous voulez, qui sont très subtiles dans le sens où ça altère le fruit. Oui, donc en fait c'est ça. Et on ne sent pas le goût de bouchon, le côté liégeux, mais on altère le fruit. Voilà. La différence, c'est qu'on peut avoir le goût de bouchon, donc fort, une sensation de moisissure, de terre, un peu champignon comme ça, donc un truc qui sent très très fort, et dès qu'on ouvre la bouteille, on laisse quelques minutes et on voit directement que c'est ça. Et par contre, quand le taux de TCA, donc cette molécule, est faible, ça peut changer le goût du vin sans qu'on se rende compte vraiment que c'est un goût de bouchon.
Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est très sournois. On va dire, il n'y a pas de fruits sur ce vin. Et finalement, c'est plus le vigneron qui est responsable que le bouchon. Et il faut savoir que les TCA, même à petite dose, ça peut altérer voilà, le fruit, un peu le gras. C'est un petit peu poussière, c'est pas très net hein, en termes de vin. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, en sachant que là, on est sûr d'avoir zéro TCA dans ces bouchons, parce que comme ils sont broyés et qu'ils sont traités au peroxyde d'azote comme le bouchon naturel, mais le peroxyde ne va pas à l'intérieur du bouchon. Oui, ils sont traités, c'est ça. Ils sont pré-traités, tous sont traités. Quand les bouchons de liège sont traités, ils vont pas jusqu'au bout, donc il peut rester un peu de TCA. Et quand ce bouchon-là est broyé, chaque petit morceau de liège va être traité entièrement et il n'y aura plus du coup ces molécules. Voilà, donc c'est un procédé industriel avec un brevet et tout qui est là depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc ça, voilà. Mais après, chaque vigneron fait son choix et il y en a qui préfèrent rester sur du bouchon naturel ou même des clients. On a des clients au Château Mon Plaisir qui veulent des vins, nos vins bouchés avec des bouchons naturels. Donc c'est eux qui en prennent le risque. Quoi, voilà. Et il y a des bouchons synthétiques aussi. Alors, ça, je ne connais pas très bien, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé parce que... Pourquoi vous ne l'avez pas utilisé? Parce que ça n'a pas de qualité, ça n'a pas de valeur artisanale? Non, ce n'est pas ça, c'est que je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas, mais je ne l'ai jamais utilisé pour une simple raison, c'est que le Malbec, à Cahors, ce sont des vins qui quand même demandent au vieillissement, c'est des vins qu'on peut garder très longtemps, une vingtaine d'années, même plus. Et donc il faut qu'il y ait un échange entre l'oxygène et le bouchon naturel est bon pour ça. Et ces bouchons, avec ce procédé, le procédé de bouchon reconstitué, on a aussi cette possibilité d'avoir plusieurs pénétrations, vitesse de pénétration d'air extérieur pour nourrir le vin et en même temps pour l'aérer, pour l'oxygéner. C'est pour les vins de garde, il vaut mieux avoir un petit peu de liège, qui soit aggloméré, reconstitué ou entier. Et après, sur des vins beaucoup plus sur des rosés de consommation rapide, c'est sûr qu'un bouchon plastique autre est bien aussi, quoi. Hein, voilà. Mais ce sont des rotations assez courtes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Alexandra Delbo. Merci Hugo Franceschi de nous avoir expliqué tout ça. Et on en parle évidemment un peu plus tard dans l'émission également. Merci beaucoup. Alors il semble que la transmission avec Alban Gamay de Saint-Germain fonctionne cette fois-ci. Il est sorti du tunnel. Il est sorti du tunnel, Super. c'est bon. Il était un grand tunnel. Alban Gamay de Saint-Germain, est-ce que vous nous entendez? Nous avons du bruit. Alban? Oui. Oui, vous nous entendez. Super, Alban Gamay de Saint-Germain. Une question très simple. Où êtes-vous? Dans le pavillon 3, région Île-de-France, et je vous emmène en Essonne pour démarrer ce petit tour avec Catherine. Catherine qui travaille. Vous travaillez quoi d'ailleurs? Parce que nous, ça sent très bon là où je suis, mais Catherine me le dira mieux que moi. Moi, je travaille les plantes médicinales et aromatiques de Milly-la-Forêt. La ferme existe depuis 4 générations. Je suis donc la 4e génération avec mon frère. On cultive, on distille et on met en œuvre des sirops, des liqueurs, rose, coquelicot, menthe et violette, entre autres. Et puis aussi, on distille les PAM, les plantes médicinales, qui sont plantées sur 3,5 hectares en agriculture biologique, ça c'est très important. Et je présente aujourd'hui sur le salon l'amande poivrée de Milly, bien sûr, la plante emblématique de Milly depuis 1820. Alors justement, vous parlez donc de plantes médicinales. On peut voir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui rapporté à votre stand. Et ça sent, enfin, j'ai l'impression que la spécialité c'est la menthe. Vous travaillez énormément la menthe. Ah oui, c'est vraiment la menthe depuis 1880. À Milly-la-Forêt, c'est la menthe poivrée de Milly, vraiment. Que ce soit sous forme de tisane, moi j'ai fait des sirops, des liqueurs, et là maintenant je fais donc la distillation de la plante, donc l'huile essentielle et l'eau florale de menthe. C'est vraiment la plante emblématique de Milly, avec la mélisse aussi. Hein. Mon arrière-grand-père cultivait aussi la mélisse. Eh bien, merci Catherine, on vous souhaite une très bonne fin de salon. On va continuer ce petit tour, on vous emmène à Raux, en Seine-et-Marne, pour les macarons. Les macarons avec
avec Régis, qui va nous parler donc de cette entreprise familiale depuis 1968. Alors Régis, est-ce que vous pouvez nous parler de vos macarons? Avec plaisir. Donc effectivement, là on est en Seine-et-Marne, hein, on est à Réau et ça fait 50 ans que ça dure. Fabrication de macarons traditionnels à l'ancienne. Alors effectivement, au niveau de l'Île-de-France, on est peut-être un peu plus habitué aux macarons lisses avec la ganache à l'intérieur. Là, c'est un produit un petit peu différent. C'est des macarons et c'est le véritable macaron. À Réau, ça fait 50 ans que ça dure. Depuis 50 ans, c'est une dizaine de parfums qu'on a développés. Voilà. Alors il y a le véritable aux amandes. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous faire éventuellement déguster la petite couleur locale, qui est un macaron au coquelicot de Nemours, hein, parce que voilà, il y a cette volonté un peu de chauvinisme appliquée quand même. Hein, donc voilà. Vous continuez à nous présenter les autres produits pendant que moi je vais goûter sur les images Alors, de Plessaï. bon, une gamme d'une dizaine de parfums. Je précise à nouveau qu'on est uniquement fabricant de macarons. Ça veut dire qu'on n'est pas pâtissier par définition. On est vraiment artisan macaronneur ou macaronnier. Voilà. C'est les macarons de Réau. On fabrique des petits rochers à la noix de coco également. La spécialité de la maison, ce sera un macaron aux noisettes parce qu'on va vraiment travailler la matière première. On va râper la noisette nous-mêmes, etc. Et puis après, voilà, il y a des choses un peu classiques comme la pistache, le café, le chocolat. Et puis un peu plus original, ce que vous avez dégusté au coquelicot de Nemours. Un petit macaron Grand Marnier qui est francilien aussi. Hein. Et puis caramel à la fleur de sel. Voilà. Très bien. C'est super bon. C'est coquelicot, vous m'avez dit, de Nemours. Eh ben écoutez, c'est délicieux. Je m'attendais pas à goûter ça. C'est hyper bon, c'est hyper tendre. C'est très léger. J'en ai encore un peu dans la bouche. Et on finit ce tour en Île-de-France avec Patrice qui travaille la moutarde de Provins. Bonjour Patrice. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la moutarde et de la graine de moutarde? Eh bien, écoutez, voilà, bon, je suis agriculteur en Île-de-France, là, dans la région de Provins, tout à fait à l'est de la région Île-de-France. Ce sont des graines brunes que je produis à peu près une vingtaine d'années, hein, sur quelques hectares, et c'est transformé en différentes moutardes. Voilà, et donc, avec la matière première, donc graines brunes, on peut aussi faire de l'huile. Ce qui se consommait beaucoup jusque dans les années 1960 en France, quand il y avait encore beaucoup de production de moutarde. Et puis, il y a une petite création, voilà. Voilà, c'est ça. J'ai vu, c'est les petits croquets. Alors, l'objectif, c'était un petit peu dans l'esprit slow food, finalement, comment essayer de créer un produit nouveau, mais tout simplement en prenant des matières premières qui sont assez anciennes, historiques, connues, intéressantes. Donc, c'est fait avec du brie noir, hein, donc du brie passé, ce qu'utilisaient finalement les moissonneurs l'été historiquement, et de la moutarde de Provins. Voilà, ce sont des petits sablés que l'on peut consommer à l'apéritif. Du coup, vous voyez Antoine, je passe du macaron au petit croquet, mais c'est hyper bon. Et oui, c'est ça. On ressent bien la moutarde, on ressent aussi le fromage, et c'est très très fin. Ça, à l'apéritif, je pense que ça part en 2 minutes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Patrice. On vous souhaite une bonne fin de salon. Moi, je vous redonne l'antenne. Je vais continuer à faire mon petit tour, à goûter tout ça, parce qu'il y a de très très bonnes choses en Île-de-France. Donc, vous avez vu de la moutarde, des macarons, des huiles essentielles aussi avec la menthe et avec donc Catherine. Et puis après, forcément, hein, comme vous l'avez vu en plateau, du pain et encore d'autres choses. Et plein d'autres choses. Merci Alban Gamet de Saint-Germain. On vous retrouvera d'ici une petite demi-heure. Évidemment, vous continuez à faire votre petit tour et vous nous tenez au courant. Merci Alban Gamet de Saint-Germain. Nous vous l'annoncions depuis le début de cette émission. Danielle Simonet nous a rejoint en plateau. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Vous avez également été entre autres conseillère de Paris pendant. Je suis conseillère de Paris. Vous êtes toujours aujourd'hui, voilà. pardon, excusez-moi. Depuis une dizaine d'années maintenant. Ça par contre c'est. Non, moins, mais bon, c'est pas grave. Les sources sont fausses. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. On parlera notamment d'agriculture dans quelques instants avec Hugo Franceschi. Nous parlerons également des élections européennes avec Lucas Pierre. Mais tout de suite, on revient sur l'usine Ford de Blanquefort avec Yanis Darras. Cette usine semble condamnée. La marque a annoncé avoir rejeté l'offre du dernier repreneur et l'État souhaite désormais faire payer Ford pour revitaliser le site industriel. Et ça, on en parle avec vous, Yanis Darras. Oui, bonjour Antoine, bonjour Danielle Simonet. Et justement, forcer Ford à payer pour la revitalisation de l'usine. Est-ce que c'est la solution pour préserver les emplois d'après vous ? Il faut tout faire pour sauver ces emplois. Nous avons 400 emplois qui sont menacés et il faut se rendre compte que
notre patrimoine industriel eh bien, est à préserver dans ce pays. Et vous savez, il y a une disposition qui est possible dans la Constitution et que le gouvernement ferait bien d'utiliser, qui est eh bien, temporairement de nationaliser. Nationaliser pour permettre justement de sauver les emplois. C'est une solution qui a été évoquée par Bruno Le Maire. Exactement, et c'est important de soutenir cette solution-là. Vous savez, il y a à la fois ces sites qui sont menacés au niveau de Ford, mais moi j'aurais aussi aimé vous parler d'une autre entreprise qui est extrêmement préoccupante, c'est Arjowiggins. Arjowiggins, eh bien, c'est une entreprise qui va licencier ses salariés en à peine 15 jours, alors qu'elle s'occupe, c'est la seule à produire les cartes grises, les passeports. Et quand on a une entreprise comme cela, que l'on laisse fermer, eh bien, vous vous rendez compte de la difficulté dans laquelle on se met, c'est une aberration. C'est un problème assez global en France. Aujourd'hui, l'industrie se meurt petit à petit. Et concrètement, est-ce que l'État est en train de faire ce qu'il peut, tout ce qui est nécessaire en tout cas pour sauver ces emplois? Je pense notamment à Ford parce que là, quand même, ça concerne 850 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects. Il faut comprendre que protéger le patrimoine industriel, ça nécessite des mesures au niveau politique beaucoup plus conséquentes. D'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est face à ces délocalisations en masse, ce dumping social qui fait qu'un bon nombre d'entreprises, qui pourtant font des bénéfices, vont décider de fermer des sites et les localiser ailleurs. Parce qu'on est face à une logique de dumping social qui dirige l'Europe. L'Union européenne, les traités de l'Union européenne, eh bien, imposent une concurrence de tous contre tous. Quand on regarde les résultats de Ford, juste l'année dernière, les bénéfices sont en baisse de 37%. Donc aujourd'hui, la marque est confrontée à une réorganisation de ses plans sociaux. Donc est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Ford, qui aujourd'hui perd plus d'argent qu'elle n'en gagne, de supprimer des postes malheureusement? Alors, la stratégie industrielle de la France, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est de sauver des entreprises pour à la fois sauver des emplois et aussi se prendre en compte l'urgence écologique, l'urgence de la transition énergétique? Si tel est le cas, à ce moment-là, l'État devrait mettre tous les moyens dans ce sens et pas laisser ces entreprises fermer les unes après les autres. Mais Ford, là, pour le moment, perd de l'argent, comme je vous l'ai dit, et surtout n'a pas souhaité réinvestir de l'argent aussi dans le site industriel de Blanquefort qui produisait des boîtes de vitesse. N'a pas souhaité réinvestir dans le site. Est-ce qu'aujourd'hui, en France... Donc l'État doit assumer de s'engager dans la préservation et justement, de l'État du coup a essayé de trouver un repreneur, je pense à Punch notamment, qui est une société de boîtes de vitesse également belge, qui souhaitait reprendre le site et pourtant Ford a rejeté l'offre. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour convaincre Ford d'accepter cette offre? C'est ce que je vous disais au début. Donc soit à Ford, on arrive à le contraindre d'accepter l'offre, soit on utilise les outils dans la Constitution qui fait que l'État, momentanément, eh bien, nationalise l'entreprise, nationalise et assure la transition vers le repreneur. Or, cette option, pour l'instant, elle n'est pas réalisée et nous estimons, au niveau de la France insoumise, qu'il faut agir en ce sens. Donc la meilleure solution pour que Punch reprenne le site et préserve 450 emplois sur les 850 que compte l'usine, c'est de renationaliser temporairement l'usine. Nous pensons que cette option, oui, doit être mise en place. Pourtant, d'après Ford, justement, eux, ici, ils ont rejeté le plan, c'est justement parce qu'ils pensent que ce n'est pas viable pour les emplois, pour les préserver. Donc, est-ce qu'on doit Quelle est leur accepter solution? Que proposent-ils comme solution alternative? Ils préfèrent un plan social. On ferme tout, voilà, on ferme tout. Eh bien, nous, on pense que non, il faut absolument, d'abord et avant tout, préserver l'emploi. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi un peu raison quand même de s'inquiéter de l'avenir de ce qui étaient leurs employés avant et de finir finalement accusés, encore une fois, d'avoir et vous pensez que leur plan social va rassurer les salariés? Vous pensez que leur énormément. plan social va rassurer les salariés? Oui, mais est-ce que vous pensez aussi que c'est une bonne chose de mentir en quelque sorte aux employés, aux salariés, vous avez décrété, vous avez décrété qu'ils avaient raison. Nous estimons que l'État... Je n'ai rien décrété. L'État, mais si, vous êtes en train de dire que finalement Ford a forcément raison et que je demande si la Ford reprise est sera pas pire pour les prévoyant. salariés. En fait, ce que je demande, c'est est-ce que Ford n'est pas prévoyant en pensant que le plan de Punch n'est pas crédible pour préserver les 450 emplois qu'il promettait de garder dans l'avenir? Moi, je pense que l'État est bien plus en capacité de pouvoir, en faisant appliquer par la Constitution cette nationalisation temporaire, d'anticiper quelle est la meilleure solution dans l'intérêt des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un niveau plus global en France, on l'a vu, l'industrie se porte très mal, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer une renationalisation de toutes les usines qui menacent de fermer pour préserver les emplois? Non, pas forcément, mais vous avez l'option de la renationalisation, mais vous avez aussi une autre option à mettre sur la table, qui est que
dans un certain nombre d'entreprises, vous avez des salariés qui sont prêts à reprendre en coopérative. Et cette possibilité que les salariés reprennent en coopérative leur outil de production, eh bien, il faut la soutenir. Et ça, c'est ce que nous défendons au niveau de la France Insoumise. Vous savez, il y avait cette bataille au niveau de l'entreprise de Thé Éléphant qui avait permis justement à des salariés de reprendre. Ça avait été très, très long. Excusez-moi. Ça avait été très, très long parce que justement, l'entreprise ne voulait pas céder sa marque. Il avait fallu pour les salariés de l'appeler, alors je me souviens plus du chiffre exact, 1600 et quelques, qui correspondait au nombre de jours de grève, et qui est maintenant cette marque de thé et de tisane que vous pouvez retrouver dans vos supermarchés, et qui est une entreprise gérée en coopérative par les salariés eux-mêmes. Ils ont réussi Donc les par salariés leur lutte, pourraient être la solution. ils ont réussi par leur lutte à sauver l'entreprise alors qu'il était prévu de la fermer définitivement. Merci Daniel Simonet, merci Yanis Darras. À quelques mois du scrutin pour les européennes, cette 56e édition du Salon international de l'agriculture a un air de campagne électorale. Les membres du gouvernement, le président et les représentants des différents partis politiques ont multiplié les déclarations sur la filière agricole. Et on fait le point là-dessus avec vous, Daniel Simonet, et avec Hugo Franceschi. Rebonjour Antoine, nous étions déjà vus, et bonjour Daniel Simonet. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, lui, n'est pas venu au Salon de l'agriculture ? Écoutez, monsieur Jean-Luc Mélenchon, parfois vient au Salon de l'agriculture, parfois préfère aller voir les éleveurs et les agriculteurs sur leur site. Vous savez, moi je viens quand même au Salon de l'agriculture, mais on sait aussi que dans le Salon de l'agriculture, il y a une grosse partie d'exposants qui sont beaucoup plus dans la logique productivisme, agrobusiness, que dans la logique de la défense d'une agriculture saine pour nos alimentations dans nos assiettes. Pour vous, ces producteurs se trompent, ils ont le mauvais modèle agricole ? Alors, je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui qui est à la fois d'avoir une alimentation saine et d'avoir un mode agricole qui préserve l'environnement. Or, aujourd'hui, l'aberration, c'est que si vous prenez les aides de la PAC, de l'Union européenne, elles vont majoritairement, mais de manière très fortement majoritairement, aux grosses structures en fonction de la surface. Et donc, plus vous êtes dans une logique productiviste, plus vous allez être aidé. Alors que c'est une aberration. Vous n'avez qu'une infime partie, un faible pourcentage des aides qui va aux agricultures bio pour et vous, qui on finance pas le bon mode d'agriculture aujourd'hui en France. C'est ça l'aberration. Mais en France et en Europe, on ne finance pas le bon modèle agricole. Et y compris, il y a un retard pour ceux qui ont opéré la transition agricole. Il y a un retard terrible du versement des aides. Il y a même des pétitions sur Internet sur cette question-là. C'est fait par virement direct. Et c'est vraiment problématique parce que on a une situation de crise agricole très importante. Vous savez, déjà, on a un agriculteur qui meurt tous les 2-3 jours, voilà, qui se suicide. C'est 30% de suicides de plus chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Parce que vous avez aussi une bonne partie d'agriculteurs qui touchent à peine 350 € par mois. Une situation de précarité extrême. Donc la première urgence, c'est de bien rémunérer le travail agricole. Et donc pour vous, ces agriculteurs-là, sont que des agriculteurs qui pratiquent une agriculture bio ou respectueuse de l'environnement ? Non, pas forcément. Donc, mais je reprends mon raisonnement. Première chose, bien rémunérer l'agriculteur, quel qu'il soit. Bon, qu'il puisse vivre. C'est pas ce que le gouvernement fait actuellement ? Mais tout d'un coup, les suicides ont baissé, ils sont plus à 350 € par mois. Non, je ne parle pas des suicides, Daniel Simonet, je parle de la rémunération des agriculteurs, notamment avec la loi alimentation qui améliore le revenu des producteurs. Et il y a également eu des états généraux de l'alimentation qui ont permis la concertation. Est-ce qu'on a arrêté l'orientation des aides des fermes-usines, des grandes exploitations vers les petites? Non, absolument pas. Mais dans ce cas-là, comment on nourrit la France si on n'est qu'avec des petites exploitations? Comment on nourrit la France et les Français? Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut nourrir la France et les Français avec des mauvais produits, plein de pesticides, plein de glyphosate, dans des grosses productions agricoles dans lesquelles il y a de la souffrance animale, vous avez des fermes à 1000 vaches, à 1000 cochons, ou est-ce que vous pensez qu'il faut faire en sorte d'arriver à des petites structures agricoles où on respecte les animaux, où on respecte l'environnement, où à la fin on a une bonne alimentation saine et on a des agriculteurs et des éleveurs qui ne se suicident plus parce qu'ils sont bien rémunérés. Ce que disait Didier Guillaume, est-ce que l'on peut avoir un raisonnement pour expliquer comment on peut s'en procéder? Bon, pas sans cesse assurer mon propos si vous le voulez bien.
Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut ? Pour qu'un agriculteur, vous prenez par exemple une pomme, vous achetez votre pomme dans le supermarché, il faut que cette pomme, elle puisse être déjà sans tous ces produits-là. Bon. Et il faut que l'agriculteur ait bien rémunéré pour pouvoir produire cette pomme. Bien. Si dans votre supermarché, vous avez à côté d'autres pommes qui viennent d'ailleurs, qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont produites avec plein de produits mauvais pour l'environnement et mauvais pour la santé, mais que le prix est beaucoup moins cher, eh bien vous serez tenté d'acheter l'autre pomme. Donc pour respecter... Donc il faut limiter les importations. Donc, exactement. Il faut franciser ou pas l'agriculture, selon vous, Daniel Simonet? Il faut des réglementations. Il faut acheter français à des Français, c'est ça que vous dites? Non, je dis, mais vous allez comprendre, je dis d'abord qu'il faut des réglementations. Donc on interdit les pesticides, on interdit le glyphosate, et on respecte le juste prix. Une pomme ne doit pas être vendue en France moins cher que ce qu'elle ne coûte à un producteur pour le faire. Et c'est là que nous intervenons et que nous disons il faut un protectionnisme solidaire. Ce protectionnisme solidaire, il doit se faire à l'échelle européenne. C'est ça le cadre idéal. À l'échelle européenne, mettre de la réglementation. Si ça n'est pas possible, on le met à l'échelle française. Mais donc on comprend bien que toutes les politiques de libre-échange... On se coupe de l'Union européenne, Daniel Simonet. Toutes les politiques de libre-échange aujourd'hui... Toutes les politiques de libre-échange aujourd'hui sont une catastrophe parce que la politique de libre-échange, c'est de pousser la concurrence de tous contre tous et faire venir n'importe quelle pomme, peu importe s'il y a des gens qui ont été travaillés de façon surexploitée pour produire cette pomme et très mal rémunérée, peu importe si on a bousillé l'environnement et si on bousille votre santé en mettant des produits sur cette pomme. Nous disons protectionnisme solidaire et non pas libre-échange. C'est le mot de conclusion. Merci Daniel Simonet, merci Hugo Franceschi. On a vaguement survolé le thème avec Hugo Franceschi il y a quelques instants des élections européennes. 2 enquêtes donnent de nouvelles tendances dans les intentions de vote et on en parle toujours avec vous, Daniel Simonet, et avec Lucas Pierre. Bonjour Lucas. Bonjour Antoine, bonjour Daniel Simonet. Bonjour. 8% d'intention de vote. Est-ce que vous êtes inquiète, Daniel Simonet, pour ces européennes? Alors d'abord, vous savez, les sondages, à 3 mois d'une élection, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, on a vu et on parle bien d'intention de vote. On a déconstruit un certain nombre de sondages qui étaient assez cocasses parce que quand vous mettez, par exemple, la France Insoumise à 14% chez les jeunes et à 0% chez les étudiants, bon, on sent bien qu'il y a un bidonnage quelque part. Quoi. Un bidonnage? Un bidouillage, pardon. Un bidouillage quelque part. C'est-à-dire que les instituts de sondage ne sont pas des instituts indépendants scientifiques. Hein. Ils dépendent aussi des grands groupes de presse qui ne sont pas non plus indépendants scientifiques, qui dépendent aussi des grands groupes économiques. Bon. Mais indépendamment... Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est dans une logique oligarchique aujourd'hui où il y a un lien entre le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, et que les sondages ont une fonction, monsieur. Les sondages, leur fonction, c'est pas de prédire l'avenir, c'est d'essayer de produire l'avenir. Et donc, c'est aussi des outils de manipulation. Mais indépendamment de tout ça... Quel intérêt aurait un institut de sondage à vous donner un pourcentage beaucoup plus bas que naïf que vous êtes. Vous êtes étudiant en journalisme. Non, c'est la question que je vous pose. Vous êtes étudiant en journaliste, hein, ou journaliste. On est dans journaliste, d'accord. On n'est pas dans une école de journalisme ici. Pas ici, non. C'est sur le stand du siècle vert. Vous êtes quand même censé aussi avoir... lu et appris sur la critique des médias. Bien, vous avez déjà lu sans doute Les Nouveaux Chiens de Garde. Vous connaissez Les Nouveaux Chiens de Garde? C'est intéressant d'aller lire cet ouvrage et de comprendre comment, à un moment donné, quand on est dans un pays où vous avez 99% des médias qui sont dans les mains de 9 milliardaires, bien oui, l'indépendance du travail journalistique n'est pas totalement respectée dans ce pays. Et quand vous avez des instituts de sondage qui sont aussi liés à ces grands groupes, on sait qu'il y a aussi une volonté pour un système de pouvoir préserver sa reproduction et ses intérêts. Ce qu'on doit entendre, c'est que les médias et les instituts de sondage manipulent les élections? Bien sûr que vous avez un rôle des médias dominants, des instituts de sondage, dans la volonté de rendre des sondages prophétiques. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce que je veux vous dire, c'est que on doit reconnaître, nous, France Insoumise, qu'on est en face d'une difficulté. Parce que celles et ceux qui sont le plus convaincus que les politiques de libre-échange au niveau de l'Union européenne, que les politiques d'austérité, que l'ensemble des directives libérales européennes, sont un problème là où elles auraient dû être une solution. C'est un problème parce qu'elles aggravent les inégalités sociales et elles aggravent la catastrophe écologique. Tous ces hommes et ces femmes peuvent être tentés de boycotter l'échéancier européenne. Ce que je veux dire, c'est que dans notre électorat, on est face à une problématique d'abstention extrêmement forte. C'est comme ça que vous expliquez cette chute, dans les sondages en tout cas? Moi, je ne commande pas ces sondages qui... regardez comment ils se sont totalement plantés sur la question des gilets jaunes par ailleurs. Ce que j'explique, moi, c'est que notre tâche, nous,
militant France Insoumise, doit être de convaincre celles et ceux qui aujourd'hui ne sont pas motivés pour aller voter, de leur dire la chose suivante. Votre abstention serait le plus beau cadeau à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron ne mérite pas ce cadeau de votre part. Même si vous ne souhaitez pas commenter les sondages, il pose la question en tout cas du morcellement de la gauche, forcément. Est-ce qu'on peut imaginer une forme d'alliance ou un rassemblement à gauche, vous concernant aussi à la France Insoumise? Non, mais ça, c'est vieux, ces vieux schémas, en fait, pour moi, sont totalement dépassés. La vraie question, c'est l'Union européenne. Est-ce qu'on est pour rester dans le carcan de ces traités ou est-ce qu'on est pour la rupture avec ces traités libéraux? Nous, nous engageons une dynamique politique avec la conviction qu'il faut être dans la rupture. Ça veut dire que vous ne pourriez pas rejoindre Yannick Jadot, Benoît Hamon ou mais le problème, c'est que Yannick Jadot, Benoît Hamon pensent qu'il faut rester dans le cadre des traités. Sauf que pour nous, c'est une hypocrisie terrible, parce que dans le cadre de ces traités, vous ne pouvez pas faire de protectionnisme solidaire. Vous ne pouvez pas interdire le glyphosate. Vous ne pouvez pas lutter contre les lobbies. Vous ne pouvez pas décider de la redistribution des richesses. Tout ce que nous avons discuté auparavant, notamment préserver notre tissu industriel contre le dumping social, dumping fiscal, tout cela n'est pas possible, parce que les traités libéraux sont faits et ont été rédigés pour interdire toute harmonisation fiscale, pour organiser le dumping social. Donc nous pensons au contraire qu'il faut être dans la rupture avec ces traités libéraux. Et que sinon ce n'est pas honnête de dire aux gens, votez pour nous, on va mettre en place toute une politique, mais on va rester dans les traités actuels qui interdisent de fait cette politique. Dans la rupture avec les traités libéraux, d'accord, mais du coup dans la rupture aussi avec tous les autres partis de gauche. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est inenvisageable un rassemblement, en tout cas pour ces européennes? Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir avancer vers les européennes correctement sans un rassemblement? Nous pensons que de toute façon, la priorité, notre tâche, c'est de fédérer le peuple, c'est de fédérer les citoyens et les citoyennes et pas rassembler des vieux petits logos qui sont totalement déconnectés des enjeux actuels. Croire que l'on peut préserver notre environnement, répondre à l'urgence climatique. Notre humanité est en danger d'extinction du fait justement des politiques de libre-échange, de l'extrémisme marchand qui s'impose. Croire que c'est dans le cadre de ce système-là qu'on va pouvoir répondre aux enjeux sociaux et environnementaux est un leurre. Donc l'urgence, elle est plutôt de mobiliser, de fédérer le peuple pour justement prendre les problèmes à la racine. Merci Daniel Simonet. Merci Lucas Pierre, merci Daniel Simonet. Oui, c'était bon, c'est pas grave. Merci en tout cas à Daniel Simonet d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Vous pourrez retrouver évidemment, vous pouvez déjà la retrouver dès maintenant l'interview sur la page Facebook de Fréquence ESJ et très prochainement sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ. Merci encore d'avoir été avec nous Daniel Simonet. Dans quelques instants, nous aurons également de nouveaux producteurs qui sont avec nos journalistes Dimitri Hainaut et Bastien Cochet. Mais juste avant, c'est Alban Gamet de Saint-Germain qui est parti une nouvelle fois vagabonder dans le salon. Alban, est-ce que vous nous entendez ? Il entend très mal Alban ces temps-ci. C'est un peu compliqué aujourd'hui, oui. Eh ben écoutez, on le retrouvera dans quelques instants. En tout cas, Alban Gamet de Saint-Germain, c'est Dimitri Hainaut qu'on va retrouver à la place. Dimitri Hainaut, oui. vous êtes avec nous depuis le plateau et vous êtes avec des pommes, de très belles pommes. Voilà. Vous êtes venu très bien accompagné, Dimitri. Voilà, exactement. On parlait de pommes avec Daniel Simonet. On continue de parler de pommes. Alors, est-ce qu'elles sont bio? Est-ce qu'elles sont éco-responsable. Ah, génial, voilà, très bien. On allie le meilleur des deux mondes. À la fois les outils du bio, les outils du conventionnel, avec une philosophie de travail qui est d'avoir l'impact environnemental le plus faible, tout en conservant les outils de la compétitivité, c'est-à-dire la capacité à protéger le verger si c'est nécessaire. Alors, on crée des rencontres ce matin dans À travers champs. Voilà, c'est exactement ça. C'est des applications de rencontres en fait qu'on a créées. C'est un nouveau concept. Donc du coup, voilà, je vous présente Jocelyn qui est donc travaille pour l'association des vergers éco-responsables. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement cette association des vergers éco-responsables? Alors tout à fait, notre association aujourd'hui regroupe 1300 pomiculteurs, donc ils produisent des pommes et des poires. C'est 1 million de tonnes de production et les 2/3 de la production française qui sont regroupés autour d'un cahier des charges de production qui s'appelle Verger éco-responsable. Voilà, et cahier des charges très strict parce que vous ne vendez pas qu'en France, justement. Exactement. Donc aujourd'hui, ce cahier des charges, c'est un cahier des charges qui, comme je le disais à l'instant, allie le meilleur des deux mondes. On a une philosophie de travail, c'est d'avoir l'impact environnemental le plus faible lorsque l'on produit des pommes. Et donc nous mettons en œuvre toutes les méthodes complémentaires et alternatives aux produits phytosanitaires en s'autorisant la totalité des outils à notre disposition, donc les outils de l'agriculture biologique et également les outils du conventionnel, si on considère que c'est une meilleure solution d'intervention.
D'accord, donc voilà, tout est prévu pour que ce soit le mieux possible. Vous parliez justement de gestion de beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes pommes qui sont devant nous? Là justement, on voit il y a plusieurs couleurs et plusieurs étiquettes dessus. Alors on a la chance en France d'avoir un verger extrêmement diversifié, probablement le plus diversifié d'Europe et du monde pour la production commerciale. Donc là vous avez un panel de variétés. Donc on va partir d'une pomme par exemple, celle-ci c'est une pomme Belchar qui vient de la région du Cognac. Là vous avez une pomme Tentation, donc une pomme extrêmement sucrée et parfumée qui vient du Val-de-Loire. Une granite Perpignan. Là vous avez une variété Juliette qui est une variété tolérante, exclusivement cultivée en bio et qui vient plutôt du sud de la France. Là vous avez une golden que vous connaissez tous, mais celle-ci est spécifique, c'est une golden IGP cultivée en altitude au nord de Sisteron, entre Sisteron et Gap. D'accord. Et là, ça change entre la golden classique et celle-là. Oui, vous allez avoir plus de fermeté et des faces rosées qui apparaissent à cause de l'alternance entre la chaleur la journée et la fraîcheur la nuit liée à l'altitude. Là, vous avez une Fuji qui est une variété extrêmement sucrée qui vient plutôt du sud-ouest de la France. Et là, une Gold Rush, donc qui est également une variété tolérante aux maladies, comme la Juliette, qui présente un épiderme, si je la mets devant, là, beaucoup plus rustique, qui marque cette rusticité. Et là, on a énormément de parfums. Voilà. Et on a bien entendu des poires. Là, vous avez une Comice, par exemple, qui est produite dans le Val-de-Loire, et également là, une Braeburn du Val-de-Loire. Voilà, beaucoup de produits, vous l'aurez compris. Hugo. Mais aussi, moi j'adore faire des tartes ou de la cuisine en fait, et notamment avec des fruits. Laquelle de toutes ces pommes il est le plus facile d'utiliser pour, je sais pas si j'ai envie de faire une tarte aux pommes en rentrant. Alors c'est celle que vous allez aimer en fonction de votre goût. Vous allez choisir plutôt du parfum, du sucre, de l'acidité. Mais aujourd'hui des pommes qui vont mieux se comporter à cuire, ça peut être Belchar. Si vous faites une tarte avec ça, vous allez avoir des morceaux qui vont pas fondre, qui vont rester un peu croquants, mais vous aurez énormément de parfum. Voilà. Et n'hésitez pas à les faire avec les poires aussi parce que c'est magnifique. Voilà. Vous avez tous les choix. Tous les choix possibles. Génial. Alors rappelez-nous, on peut vous retrouver du coup dans le salon de l'agriculture, sur le salon de l'agriculture. Alors sur le salon de l'agriculture, vous pouvez nous trouver au 22 stand C013, verger éco-responsable. Sachant qu'on représente donc 1300 producteurs répartis partout en France, 1 million de tonnes de production. Et en France, il faut rappeler qu'on est exportateur. On exporte à peu près un tiers de la production, 500 000 tonnes sur 80 destinations dans le monde. Et le savoir-faire des arboriculteurs vergers éco-responsables et français est reconnu puisque nos prix de vente, on est à peu près 30% au-dessus de la moyenne de prix du marché mondial. Ah oui. Voilà. Ah oui. Gage de qualité. Donc parce qu'on en parlait, il y a le cahier des charges qui est extrêmement strict et qui fait forcément que les produits, vous les voyez, les pommes, les poires qui sont là sont de très bonne qualité. Et en plus de ça, vous avez déjà goûté les produits parce qu'ils nous fournissent tous les matins. C'est vous qui nous fournissez tous les matins. Voilà. Et c'est ça, les pommes qui arrivent sur le stand que vous voyez dans les plateaux, stickées verger éco-responsable, c'est celle-ci. Voilà. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de manger des fruits et légumes, manger des pommes, manger des poires, faites-vous plaisir. On a une grande diversité en goût, qu'elle soit bio, verger éco-responsable ou non. Origine France, la sécurité et le plaisir est garanti. Faudra peut-être en re-rapporter parce que c'est sûr que je vais dévaliser votre plateau de pommes. Avec plaisir. Pour les manger depuis le début de la semaine, on vous confirme qu'elles sont très bonnes. Exactement. Donc toutes nos félicitations. Et merci aussi de nous avoir fourni. Exactement. Merci de nous avoir fourni. C'est un Merci plaisir. d'avoir répondu à nos questions. Merci Dimitri Hainaut. Merci de votre invitation. Et c'est donc maintenant Alban Gamay de Saint-Germain qu'on va retrouver. Hugo, une nouvelle fois, Alban qui se promenait là déjà tout à l'heure dans le hall 3, qui nous a fait découvrir de différents produits. Et Alban qui est sorti de son tunnel et qui est de nouveau quelque part dans le salon. Alban, où êtes-vous? Oui, Antoine. Oui, Alban. Antoine, alors il y a beaucoup de bruit. Je suis retourné au pavillon 5, le pavillon de l'outre-mer, le pavillon où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de musique. Derrière, vous avez des danses tahitiennes. Mais aujourd'hui, je vous emmène en Vous voulez pas aller danser en Guadeloupe et Martinique. En Guadeloupe et Martinique, les deux en un, avec Sidoine qui va nous présenter une association. C'est l'association Espace Tradition Créole, où vous pouvez trouver beaucoup de choses. Bonjour Sidoine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bonjour. Espace Tradition Créole, c'est une association qui représente tout ce qui est créole en fait. Et d'abord Martinique et Guadeloupe. Et en fait, le but, c'est c'est de regrouper tout ce qu'il y a de bon chez nous et les mettre en avant, la cuisine, etc. Donc, nous avons, là, aujourd'hui, on fait les beaux kits. Vous voyez, ça, un pain qu'on fabrique nous-mêmes. Et je demande juste
si Tess peut montrer, voilà, tout ce que vous pouvez trouver en haut. Avec donc il y a le bokit, la goulou, on fait des rhums arrangés et donc on fait des plats cuisinés sur place. Donc notamment le planteur fait maison. Si vous voulez goûter un petit planteur, je peux vous faire goûter vite fait. Alors, on reviendra, on est un peu pressé, mais on reviendra le goûter avec grand plaisir. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse et que je trouve ça incroyable. C'est les glaces, c'est les sorbets avec des machines pour les faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement? Alors, la machine, elle est simple. En fait, elle est simple. C'est le sorbet à l'ancienne. Là, pareil, comme il est là, vous savez, on met de la glace et du sel autour du cylindre. Et à l'intérieur du cylindre, on met la préparation, le lait de coco, le jus de sorbet, en fait, déjà préparé. Et le fait de tourner la machine, le sel avec la glace, ça frappe sur le cylindre et ça durcit le jus qui devient sorbet. On va vous faire goûter, vous allez voir. Alors on va goûter ça. Allez, voilà. on vous laisse goûter, Alban. Oui, voilà. Vous voyez hein, sur les images, c'est donc des petites machines qui permettent donc de travailler, en fait, de créer des sorbets à l'ancienne, traditionnels. Ah oui. Merci. Écoutez, on va goûter sur le chemin. On revient vous voir tout à l'heure, puisqu'on enchaîne. On enchaîne tout de suite avec mon petit sorbet. On va aller voir. L'entreprise Damoiseau. Oui. Goûtez-le ce sorbet, Alban. Ben, je vais le goûter. Et dites-nous s'il est calorique, parce que parfois c'est ce qu'on reproche aux glaces ou choses comme ça. Alors, non, c'est hyper fin. On sent pas du tout le truc. On sent vraiment. Là, j'ai pris un sorbet noix de coco et on sent juste la noix de coco. Il y a que la noix de coco, c'est hyper bon. Et justement, en fait, la glace et le sel ne rentrent pas en contact avec la préparation qu'ils ont faite. Hein, c'est ce qu'ils expliquaient. Donc c'est pour ça, c'est très très bon, c'est très léger. Et voilà, on arrive. Donc chez Damoiseau ou Jonathan. Alors je reprends mes fiches. Bon, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut, mais voilà, Jonathan Damoiseau, en fait, qui a repris aujourd'hui cette entreprise, une entreprise familiale. Il est pas là, on me dit qu'il est pas là, mais c'est pas grave, on va faire quand même une entreprise familiale qui a été créée en 1942. C'est la 4e génération aujourd'hui à avoir repris cette entreprise familiale qui fait du rhum agricole. Et oui, hein, qui dit Guadeloupe ou Martinique, on a forcément du rhum. Donc c'est une entreprise que vous pouvez retrouver à Grande Terre. On est en Guadeloupe là, pardon. Grande Terre, donc dans la commune du Moule en Guadeloupe, pour goûter donc ce rhum agricole. Je pense qu'on aura le temps de goûter un petit peu tout ça aussi tout à l'heure. Là, vous voyez, il y a beaucoup de monde. C'est le dernier jour du salon, donc vraiment les gens en profitent. Donc voilà, et puis je ne sais pas si vous avez réussi à entendre, mais derrière on avait les danses tahitiennes. On vous entend très bien, on a un petit peu moins les danses tahitiennes, mais ça donne surtout envie de se rendre dans le hall 5. Ah oui, il faut y aller, il y a beaucoup de choses à voir, à goûter, à déguster. Moi, je pense que honnêtement, vous allez me perdre, je vais rester ici. On viendra vous chercher, Alban. En tout cas, on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour un dernier duplex. Merci en tout cas de nous avoir encore une fois fait voyager après le hall 3 et ses produits. C'était maintenant le hall 5, sa petite glace noix de coco. Et ses danses. Et ses danses et son rhum. Merci en tout cas à Alban Gamet de Saint-Germain. Et quand Alban ne se rend pas aux produits, ce sont les produits qui se rendent directement à nous. Oh, c'est beau. Merci. Bastien Cochet, vous êtes venu encore une fois en très charmante compagnie. Et je ne parle pas que de ce qui est sur la table. Et oui, je suis avec Thierry Lehmann. Donc Thierry Lehmann qui est producteur de produits laitiers franc-comtois et surtout de cancoyotes qu'on peut voir sur la table. Sur la droite, donc. Voilà. Thierry Lehmann, vous êtes implanté dans le Doubs, près de Montbéliard. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez du coup ramené sur la table aujourd'hui? Alors donc, bien sûr, j'ai la cancoyote, qui est faite en Franche-Comté. On a les crèmes dessert qui ont fait aussi en même temps. Et on a toutes les tomes, on va dire, qui se passent avec des ours, fenugrec, il y a le morbier, il y a on appelle ça le petit fromage d'abondance qui s'appelle l'agneau. Peut-être vous voulez goûter, Hugo? Allez, j'ai plus qu'envie de goûter et j'ai même une petite question. Quelle est la différence, très concrètement, entre une concoyote et un autre fromage? Un autre fromage, comment? Alors donc, nous, la concoyote, ça veut dire c'est un fromage fondu. D'accord. Alors donc, c'est deux fabrications. Donc, on fait le fromage, après on le fond. Donc, c'est deux spécialités.
C'est délicieux. Délicieux. C'est délicieux. Franchement, d'habitude, moi, je suis pas très fromage pourtant. Et c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est très fort. Et là, pour le coup, c'est vraiment très doux. Et c'est très parfumé. Et c'est encore meilleur quand c'est bien fondu comme ça. Tous vos produits sont faits avec des produits locaux? Oui, tout à fait, oui, avec les producteurs locaux. Donc on va ramasser dans les fermes tous les jours. Pour le lait aussi, le piment d'Espelette, vous allez le trouver où par exemple? C'est pareil, donc j'ai un producteur, vous dire exactement, donc, de la région d'Espelette pour ça. Et alors, moi j'avais une question là, puisque là on a de la cancoyote ici, là on est d'accord, ce sont des yaourts. Oui, des crèmes dessert. Des crèmes dessert, pardon, excusez-moi. Et alors, comment on arrive à se diversifier autant, à faire à la fois de la cancoyote et des crèmes dessert? C'est le but, c'est de rester artisanal. Bien sûr. Alors donc, si j'aurais voulu faire que la cancoyote, forcément, j'aurais pas assez industriellement. D'accord. Donc le but, c'est de le faire et puis et garder vraiment le goût, la tradition, ce qu'on faisait avant. Mais on peut le faire qu'en petite quantité, mais si on veut vraiment du bon goût. Donc, je crois que dans votre famille, on produit du fromage depuis extrêmement longtemps, c'est ça? Oui, tout à fait. Au début des années 1900? En 1907, j'ai mon grand-père, oui, voilà. Ah oui. Et vous, le fromage, vous y êtes mis quand? Ben, je suis né dedans, moi. Donc, Vous êtes né dedans? Dans la cancoyote, directement. Dès que vous étiez petit, je crois, vous faisiez du fromage avec... Avec mon père, oui, bien sûr. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose avec des vessies de... Non, oui, quelque chose comme ça. Oui, hein? oui. La caillette de veau. La caillette de veau. Oui, vous alliez récupérer dans l'animal. Oui, donc la caillette de veau, c'est une partie, veut dire, de l'intestin, donc au niveau du veau. Et tant qu'il boit du lait, ça passe dans la poche, donc on appelle la caillette, avant que ça puisse, veut dire, cailler et puis qu'il puisse digérer le lait. Voilà. Et nous, on récupère ça justement pour faire cailler le lait. Voilà. Et donc, vous êtes extrêmement diversifié. Maintenant, vous faites des crèmes de fromage, du morbier, de la raclette, des tomes aromatisés, du fromage à pâte molle. Mais donc aussi, vous faites des produits laitiers plus larges, donc comme les yaourts qu'on a ici, des fromages blancs, des yaourts et des desserts. Et tout ça, vous avez commencé en cuisinant dans votre cuisine. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça a évolué? On fait toujours la méthode simple, on essaie donc avec toute mon équipe. Après, c'est les amis. Après, c'est les magasins. On a 2 magasins, donc on les fait goûter à tous nos clients. Et puis après, c'est parti. Voilà. C'est un message d'espoir finalement. On peut tous commencer en cuisinant dans notre cuisine. C'est ça, ça commence dans une cuisine. Et maintenant, combien vous avez d'employés aujourd'hui? J'ai une quarantaine. Quarantaine. Voilà. Et tout ça, c'est de l'inspiration. D'un coup, il y a une recette qui vous vient. Ouais. Et alors donc, maintenant, j'ai mon équipe à moi. C'est pareil. De toute façon, ils sont comme moi. Moi, petit à petit. Et petit à petit. Mais par exemple, ce fromage là que je tiens dans ma main, il y a des herbes dedans. Non, c'est avec des ours. D'accord. Avec des ours. Ouais. Donc c'est une petite herbe qu'on trouve dans les oreilles du bois. Et si on veut un de vos produits, par exemple, mais qu'on n'est pas proche de Montbéliard, aucun souci, parce que je travaille avec tous les crémiers de France. Alors donc, soit vous dire avec Rungis, mais généralement ou en directement. Et après, on peut faire des envois depuis chez nous. Il suffit que les gens aillent sur le site et puis c'est bon. Ah, il y a un site internet sur lequel on peut être livré. Ah oui. Je crois que je vais y aller. Avec Lehman, Lehma2N. Voilà. Donc au final, si effectivement vous travaillez dans toute la France, on risque de vous trouver assez facilement, même si on ne le cherche pas. Finalement. Au cas si vous ne trouvez pas, vous dites au crémier, je veux tel produit, et puis voilà. Lui saura. La cancoyote Lehman est devenue très très connue dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et même au salon de l'agriculture. Et au salon de l'agriculture, elle est très très bonne. Et c'est toujours un plaisir. Vous faites aussi sur votre stand, je crois, des hot dogs franc-comtois. C'est ça. C'est à base de quoi? Alors donc c'est la cancoyote avec une saucisse, c'est la saucisse de Montbéliard, mais avec dans un petit boyau d'agneau. Donc pour faire dire comme une chipot. Et puis elles sont fumées et cuites. Et on met dans le sandwich avec la cancoyote. Est-ce que je dirais pas une bêtise si je disais que justement Bastien vous l'avez testé ce fameux hot dog? Je l'ai effectivement testé. On brise les barrières ici. Alors dites-nous du coup. J'en dirais le plus grand bien parce qu'on a la cancoyote comme elle est là, excellente déjà nature, enfin pas chauffée, mais là elle est un petit peu chauffée. Et avec la saucisse de Montbéliard, ça change du hot dog traditionnel. Et vraiment c'est un mix entre la culture américaine et le savoir-faire français. Et c'est vraiment très très bon. Et à part avec un hot dog, du coup, avec quoi on peut manger de la cancoyote?
Pour l'apéritif, par exemple. L'apéritif, maintenant on fait beaucoup des tapas aussi, donc on peut faire très bien avec de la concoyote. On peut la cuisiner aussi, ça marche super bien, donc on peut arriver à faire des bons petits plats. Donc la concoyote, c'est un très bon lien pour la sauce. Alors, donc, et on amène tout, veut dire les arômes dedans. Il y a plein de méthodes maintenant, de toute façon, c'est vrai que... Et puis surtout, ça se mange beaucoup en Franche-Comté au petit déjeuner. Ah ben oui, c'est comme dans le Nord avec le maroilles. Chacun ses traditions. Pour bien commencer la journée, on a eu le pain et les viennoiseries tout à l'heure. Maintenant, autre façon de commencer la journée, petit déjeuner, concoyote. Super petit déjeuner. Nous à la fin de l'émission, on se fera un bon gros petit déjeuner, un petit bon extra midi, donc on se fera un brunch. C'est là pour ça. Avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir présenté merci à vous. tous ces petits produits. Hugo s'est régalé tranquillement parce qu'il a vidé la moitié de l'assiette discrètement pendant qu'on discutait. Et merci. Non, c'est pas vrai, je travaillais, Antoine. Bien sûr. Et merci à vous, Bastien Cochet, de nous avoir organisé cette belle rencontre. Merci à vous. Et on reste toujours dans nos chroniqueurs favoris. C'est Alexandra Delbo. C'était tout à l'heure, on parlait de science avec elle. On reste un peu dans le domaine de la science. On parle d'high-tech avec Patrick Urban. Hugo, vous êtes avec Patrick Urban et son invité. Tout à fait, je suis avec Patrick puisque chaque jour, Patrick Urban nous présente les nouvelles technologies qui permettent d'améliorer le monde de l'agriculture et aussi surtout la manière de faire de l'agriculture. Et aujourd'hui, Patrick, vous allez nous parler d'Arteria. C'est bien ça, qui est donc mise à l'honneur aujourd'hui, et c'est une entreprise spécialisée dans l'aménagement numérique des territoires. C'est bien ça, et ils viennent de lancer l'IoT, c'est ce qu'on appelle Internet of Things. Et pour en parler, nous sommes en compagnie avec Guillaume Souler. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Vous êtes responsable offre et développement d'IoT, donc d'Arteria. Avant de commencer, pourriez-vous nous présenter Arteria ? C'est très simple, en fait Arteria c'est une filiale du réseau de transport d'électricité, donc cette entreprise qui est chargée des infrastructures haute tension en France, et c'est plus particulièrement une filiale qui est spécialisée dans les télécoms et dans l'aménagement numérique du territoire. C'est-à-dire que pendant les 15 dernières années, on a œuvré aux côtés des collectivités, des opérateurs télécoms, dans des thématiques qui sont le développement du haut débit dans les territoires et la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. Et depuis plus récemment, un peu plus d'un an, le développement de... Vous avez lancé IoT, et qu'est-ce que c'est IoT ? Alors, c'est très simple, c'est ni si innovant que ça et ni très compliqué, c'est voir et agir à distance, l'IoT. Dit comme ça, c'est assez simple. Donc c'est des capteurs ? C'est des capteurs, c'est-à-dire c'est des solutions qui vont permettre de connaître le taux de la température, le taux d'humidité à distance et potentiellement d'agir sur des équipements. Alors, je disais tout à l'heure, juste pour expliquer à nos téléspectateurs, IoT c'est IoT, Internet of Things, et en français c'est Internet des objets, c'est bien ça ? Internet des objets, c'est ça. Exactement. Alors je disais que c'était pas si nouveau que ça et pas si innovant. On s'appuie quand même sur des technologies qui sont innovantes pour le coup et qui permettent un petit changement dans la donne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couvrir plus loin, donc ce qui est particulièrement adapté pour les zones rurales. On va pouvoir avoir des capteurs justement qui vont fonctionner sur pile pendant des années, c'est-à-dire qu'on va les mettre quelque part, on va plus avoir à agir dessus, ça c'est très important en termes de coût. Et aussi, c'est quand même des technologies qui sont adaptées à un déploiement massif d'objets. C'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'objets qui sont connectés avec une seule infrastructure, une seule antenne. Et justement, parmi les capteurs que vous proposez, il y a ce fameux tracker, donc qui a 5 ans d'autonomie garantie et qui fait partie du pack géolocalisation. Pourriez-vous nous un peu présenter ce petit tracker qu'on peut voir à l'écran ? Bien sûr. Alors, je parlais à l'instant d'avoir plus de visibilité, voire à distance. Là, typiquement, on peut avoir de la visibilité sur un équipement. Typiquement, un tracteur dans une exploitation agricole. Vous savez que les tracteurs sont de plus en plus partagés en fait, entre les différents exploitants. Et parfois, on ne sait pas où il se trouve. Ou parfois, on ne sait pas combien de temps il a été utilisé. Ah, on a un problème de micro. Très bien, merci. Typiquement, on peut avoir les coordonnées GPS d'un tracteur quand il se met en marche et quand il s'éteint, et puis un pas régulier entre les deux. Donc ça permet de savoir où est-ce qu'on l'a laissé. Et potentiellement, si on voit qu'il s'allume en pleine nuit et qu'il sort d'une zone, on voit qu'il y a un comportement anormal et on peut aussi relever des alertes, en cas de vol typiquement. Mais ça c'est pour en cas de vol, mais admettons que l'agriculteur est tellement gentil qu'il le prête à son voisin. Comment le tracker, il réagit ? Ce serait vraiment sympa.
Mais ça arrive, ils sont très sympas. Typiquement, on peut avoir les coordonnées, les dernières coordonnées qui ont été envoyées lors de l'arrêt de l'équipement. Et vous savez, en fait, c'est pas une parcelle, une exploitation agricole, c'est pas qu'une parcelle, c'est potentiellement des parcelles qui sont réparties sur des dizaines de kilomètres. Donc dans ce cas-là, si on veut savoir où est ce tracteur, il suffit de se connecter sur la plateforme et d'aller voir en fait en temps réel où il se trouve. Et Voilà. justement, donc, pourquoi avoir lancé l'IoT finalement? Parce que c'était peu démocratisé au sein des agriculteurs pour faciliter sa vie, leur vie, je suppose? Oui, alors c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce n'était pas encore très démocratisé, même s'il y a des systèmes connectés qui existent. À quoi ça sert de façon un peu générique, si on reprend un petit peu de recul? C'est d'abord gagner en efficacité, puisque si on s'évite des déplacements, si on optimise les interventions des exploitants, c'est une optimisation du fonctionnement global de l'exploitation. Et cette optimisation, ce n'est pas uniquement une question financière, c'est aussi redonner un petit peu du confort de vie, de la sérénité à des gens qui sont... ça parle pas... si on parle de 35 heures, les exploitants, ils ne connaissent pas. Enfin, c'est les 2 fois 35 heures éventuellement. Mais ça leur permet de gagner un petit peu de temps, de savoir ce qui se passe sur leur exploitation, de détecter des situations anormales et aussi de gagner un petit peu en sérénité. Donc voilà. Très bien. Un petit peu ce qu'on... Et par exemple, ce pack, ça coûte combien? C'est un abonnement qu'on prend, je suppose? Oui, alors il y a un petit coût fixe donc, qui est, selon les cas, en fonction du matériel, de 200 à 500 euros, parfois un petit peu plus, quand il y a des capteurs qui sont un petit peu plus compliqués. Et il y a effectivement un récurrent qui est de l'ordre de quelques euros par mois. Pareil, ça dépend un petit peu des formules. Engagement 1 an. Et engagement, alors il n'y a pas forcément d'engagement. Sans engagement. Sans engagement. Les formules sont encore en train d'être définies. Potentiellement aussi, on va intégrer tous les coûts dans une offre avec un fonctionnement pendant 3 ans. Comme ça, on n'embête pas les exploitants avec des facturations récurrentes tous les ans. Ça, c'est aussi possible. Et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais... Quel est l'avenir justement de ces petits capteurs, les projets dans le futur, l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on aura comme nouveaux capteurs par exemple? Alors effectivement, nous, on a défini volontairement un nombre réduit d'offres qui s'appuient sur des solutions techniques bien identifiées. Le but, c'est de faire évoluer un petit peu cette offre en fonction des besoins qu'on va nous faire remonter. Et typiquement sur la sécurité, j'ai eu des échanges assez intéressants sur le salon avec des exploitants justement qui se faisaient piquer par exemple les câbles sur leur rampe d'irrigation. Et alors là, je ne veux pas trop en dire, mais on a des solutions auxquelles on a pensé et j'espère bien pouvoir les mettre à disposition. Exactement, c'est dans les tuyaux. Et j'espère bien pouvoir les mettre à disposition. Donc vous reviendrez l'année prochaine? Ah oui, assurément. Très bien. On sera au rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Guillaume. Grand plaisir. Merci à vous, merci Patrick Urban, merci Hugo Franceschi. Dans quelques instants, nous vous l'avions annoncé en début d'émission, nous serons avec le secrétaire général adjoint de la FNSEA, Daniel Prieur, qui répondra aux questions de Yanis Darras, Hugo Franceschi et Jean-Paul Ebrard. On arrive bientôt à la fin de cette émission et à la fin de notre aventure au sein de l'agriculture. N'oubliez pas également que nous serons de retour à 14h30 pour une petite émission un petit peu best-of. On en parlera. Tout ça, donc rendez-vous à 14h30 et avec le hashtag Siècle Vert. Et juste avant de retrouver Daniel Prieur, c'est Bastien Cochet et Hugo Franceschi qui sont à quelques mètres de loin et pourtant si loin de mon cœur. Et Bastien, Hugo, vous êtes donc avec Bastien pour votre dernière intervention, Bastien. Et oui, il y a une dernière intervention où Bastien nous parlera du bilan du Salon de l'Agriculture. C'est ça, on est dimanche, c'est le dernier jour du salon, donc c'est l'heure du bilan pour cette édition 2019. Alors en quelques chiffres, le Salon international de l'Agriculture 2019, c'était 30 000 professionnels sur le salon, 1000 exposants, plus de 4000 animaux. Ça fait beaucoup. On les a pas tous eus sur le plateau, c'est sûr. Il manque encore les visiteurs d'aujourd'hui, mais on devrait tourner autour des 600 000 visiteurs pour cette édition. Alors, reste à savoir si le bilan économique, lui, sera bon. Pour l'instant, les impressions sont plutôt en demi-teinte sur ce salon. Mais on pourrait avoir une bonne surprise pour cette dernière journée. On pourrait totalement l'avoir, mais il n'y a pas que des producteurs ou des animaux sur le salon, il y a également des politiques qui viennent, des personnalités politiques, et on en reçoit d'ailleurs nous-mêmes sur notre plateau dans Un Travers Champ. Et oui, le Salon international de l'agriculture, c'est le défilé des hommes politiques qui viennent à la rencontre des agriculteurs
Emmanuel Macron a bien sûr battu le fameux record de temps de présence au salon. 14h30, il me semble. Oui, entre 13h et 14h30. Ah oui. Entre les chiffres de la préfecture et de la CGT. Tout On le monde n'est n'est pas jamais, d'accord. On a aussi vu Laurent Wauquiez qui allait voir les vaches pour leur donner des petites tapes pour qu'elles se lèvent. On a aussi eu droit à Marine Le Pen, qu'on a vu danser avec des producteurs d'outre-mer. Ah oui. Oui, vous ne l'avez pas vu? J'ai juste jamais vu Marine Le Pen danser, mais... Eh bien, c'était très sympa. Édouard Philippe, lui, a passé 4 jours au salon pour aller à la rencontre des agriculteurs. On a vraiment senti un besoin de l'État d'aller à la rencontre de ces zones rurales pour défendre notamment des projets comme la PAC. Oui, parce que c'est la proximité avec les agriculteurs qui est recherchée. Mais d'autres personnes qui, eux, pour le coup, n'étaient pas proches, c'était les Gilets jaunes qui ont très peu perturbé ce salon de l'agriculture. Et c'était un risque que les autorités présentes sur le salon, de la sécurité notamment, avaient envisagé. C'est vrai, le spectre des Gilets jaunes faisait un peu peur aux organisateurs, mais finalement, la mobilisation n'a pas vraiment pris, malgré les difficultés qu'on connaît dans le monde agricole en ce moment. Le Gilet jaune, par exemple, Éric Drouet, lui, a été au salon samedi dernier pour l'ouverture, pour tenter de croiser Emmanuel Macron, mais il est apparemment resté un peu plus d'une heure et a abandonné, ne réussissant pas à trouver le chef de l'État. Il a fait chou blanc. Et puis surtout, on leur demandait aussi d'enlever leur gilet jaune à l'entrée du salon, puisque le salon de l'agriculture n'est pas non plus un défilé politique. Mais il y a aussi eu quand même quelques manifestations. Il y en a quand même eu. Alors, Bastien. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment des manifestations. En tout cas, il y a eu des happenings un peu partout dans le salon, notamment les employés de l'usine Elivia Deloé dans les Vosges. C'est en fait une usine qui fait de la viande bovine et qui est menacée de fermeture. Ils sont allés sur le stand de Terrera avec donc leur banderole et cette fermeture de site menace 81 emplois. Et ils ont essayé de faire entendre leur voix, comme d'autres, lors de ce salon. C'est vrai que le salon de l'agriculture, c'est un moyen de se faire voir. Il y a des caméras partout, il y a des personnalités politiques, on l'a dit. Mais il y a également aussi, et parfois, des polémiques, et des polémiques avec des animaux. Oui, alors polémique, c'est peut-être un bien grand mot, mais comme chaque année, la question de ce que devenaient les animaux après le salon s'est posée. Alors, sur le salon, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 4000 animaux. Et la question donc, c'était que deviennent ces animaux une fois que le salon est terminé. Alors, il y a eu un peu des informations contradictoires. Ils rentrent chez eux ou pas? Alors, certains rentrent chez eux. D'accord. Et certains, par exemple, comme les porcs, souvent viennent au salon en étant en fin de vie et donc repartent à l'abattoir. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, mais donc, en tout cas, les animaux jeunes, eux, sont ramenés dans leurs élevages. Encore heureux, encore heureux, on me dira Bastien. En tout cas, merci beaucoup Bastien pour ce programme. Merci Bastien Cochet, merci Hugo Franceschi pour ce bilan du Salon d'agriculture 2019. Nous vous l'avions promis, il est là, Daniel Prieur, le secrétaire général adjoint de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, est avec nous. Bonjour Daniel Prieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Dans quelques instants, on parlera des combats de la FNSEA, on parlera également des agriculteurs évidemment. Mais avant ça, histoire que vraiment tous les téléspectateurs comprennent bien les sujets que nous allons aborder dans quelques instants, on va parler un petit peu plus en détail de la FNSEA qui est évidemment très connue parmi la communauté agricole mais beaucoup moins aux yeux du grand public. On en parle avec Anis Darras. Et bonjour Daniel Prieur. Et première question forcément, la FNSEA, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Comment on pourrait la définir? Tout le monde connaît ou a entendu parler de syndicalisme. La FNSEA est le premier syndicat agricole français, existe depuis 1947, est administré, c'est-à-dire géré par des agriculteurs qui viennent de toutes les régions de France et d'outre-mer, avec à la fois des représentants des territoires, des représentants des filières, puisqu'on regroupe au sein de la FNSEA des producteurs de lait, des producteurs de viande, des producteurs de céréales, et puis les petites productions. On a les gens des champignons, on a les gens de la lavande, on a les gens des plantes à parfum. Et puis on a aussi, et ça j'y tiens beaucoup, des sections sociales. C'est-à-dire qu'au-delà des territoires, au-delà des productions, on a des catégories de gens. On a les agricultrices, on a les retraités, on a les propriétaires et on a les fermiers, c'est-à-dire ceux qui travaillent directement dans les champs. Donc c'est vraiment
un syndicat qui est, je dirais, global, complet, avec un gros travail, un gros effort de synthèse à l'intérieur pour arriver à mettre tout le monde d'accord. Est-ce que c'est ce qui explique justement le succès de la FNSEA, alors que d'autres syndicats agricoles existent, pourtant vous restez leader dans le secteur? Alors je pense que si on reste leader, on a deux choses fortes pour moi. C'est qu'on a une présence territoriale qui est très affirmée, et avec la dernière loi d'organisation de la République, on a réformé nos statuts pour pouvoir coller à la fois aux régions, mais coller aussi aux nouveaux cantons issus de la loi NOTRe. Donc il y a une présence territoriale qui est là. On n'est pas qu'avec des slogans, on a des gens qui sont vraiment partout sur le territoire. Ça, c'est une base qui est très importante pour le succès. Et le deuxième succès, c'est le travail de partenariat avec Jeunes Agriculteurs depuis 1947. C'est-à-dire que les jeunes agriculteurs, ils ont une représentation syndicale jusqu'à 35 ans. Ils sont dans le même esprit de syndicats réformistes et pas de syndicats révolutionnaires. Et quand ils passent 35 ans, généralement, ils viennent dans les FDSEA et donc à la FNSEA. On le voit, donc vous êtes présent sur le terrain et vous êtes également présent au Salon de l'Agriculture. Est-ce que pour vous, c'est un événement à ne pas rater, ce Salon de l'Agriculture? Alors je pense que c'est un événement à pas rater à plusieurs titres. Il y a l'aspect des gens du réseau qui sont contents de nous voir là, de venir boire une bière ou un café avec nous et d'échanger directement avec les leaders qui sont sur les dossiers. Et puis, vous le disiez juste avant, le monde politique a fait du Salon de l'Agriculture ou se sert du Salon de l'Agriculture, c'est un petit peu comme la poule et l'œuf, se sert du Salon de l'Agriculture parce qu'il y a beaucoup de caméras, beaucoup de présence. C'est à la fois de l'humain, c'est à la fois de l'économique, c'est à la fois du territoire, c'est à la fois du social. Donc, quelque part, pendant cette semaine-là, on a eu multiples rendez-vous avec des hommes politiques qu'on voit souvent. Le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre, le Président de la République de temps en temps, mais aussi avec les autres partis politiques qui en profitent pour venir nous rencontrer. Et puis, ça noue des échanges. Et sur certains dossiers, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de vous lier encore plus aux agriculteurs présents justement au salon? Parce que pour l'instant, vous nous parlez d'hommes politiques, de réseaux, mais les agriculteurs également, ils sont présents sur ce salon de l'agriculture. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont présents sur ce salon, à la fois pour venir visiter, mais aussi en étant acteurs du salon, avec des présentations de produits lors des concours, du concours général agricole, et puis de savoir que leur syndicat auquel ils adhèrent est là et c'est justement ce rôle d'interface avec tout le monde des décideurs, ça leur fait plaisir de voir ça. Est-ce que pour vous, c'est important justement qu'ils se sentent soutenus par la FNSEA aujourd'hui? C'est notre raison d'être. Le jour où la FNSEA n'intéressera plus les agriculteurs, elle ne sera plus le premier syndicat agricole de France. Et le jour où la FNSEA, je dirais, ne sera pas questionnée ou ne sera pas en questionnement par le monde politique comme le monde sociétal, ça voudra dire qu'on ne représentera plus rien. Et moi, j'y tiens beaucoup à ce que ce dialogue, quelquefois vif, mais toujours constructif, soit à la base de notre travail. Et on va justement en parler de votre travail de quelques combats dans quelques instants. Merci Yanis Darras, merci. Alors Daniel Prieur, on va justement maintenant aborder la question des multiples combats de la FNSEA avec vous Jean-Paul Hébrard, bonjour. Bonjour. Daniel Prieur, une première question. C'est vrai qu'il y a eu les élections aux chambres d'agriculture, c'est vrai que vous l'avez gagné ces élections, c'est vrai que vous avez maintenu le score, mais on a l'impression que les élections ne mobilisent plus. Oh, je crois que c'est un phénomène sociétal. J'ai eu l'occasion de discuter avec notamment les jeunes, les gens de JA dernièrement, qui sont sur un rapport d'orientation sur la ruralité. Et ils sont repartis d'un certain nombre d'études sociologiques et qui sont graves à entendre. 75% des moins de 25 ans considèrent que les élections servent à rien. Donc je pense qu'on est aussi un peu atteint par ce phénomène-là. On va avoir les élections européennes,
On va voir les scores qui vont être pratiqués en matière de participation. Moi, je pense que la démocratie, c'est une victoire des humains. Il faut qu'on puisse la traduire concrètement. Et les élections, on a au niveau de la FNSEA des scores qui sont bons à certains endroits, un petit peu qu'à un cas à d'autres. Mais nous, on a fait le forcing parce qu'on sait que les gens qui sont plus dans des positions extrêmes se mobilisent beaucoup. Et dans les gens qui ne sont pas allés voter, il y a beaucoup, c'est notre réservoir. La coordination rurale, au départ, a voulu marcher avec les Gilets jaunes. Vous n'avez pas du tout marché, mais on a l'impression qu'au début, vous réfléchissiez quand même. Alors on a réfléchi. On a eu un débat en bureau et on a eu donc un questionnement parce qu'il y a plein de sujets. Le sujet notamment par rapport à nos aînés, aux retraites agricoles. On voyait des retraités d'autres catégories socio-professionnelles dans le cadre des Gilets jaunes. On a dit à un moment donné, à la limite, pourquoi pas nous? Mais quelque part, si on y allait, c'était aussi faire une négation de notre rôle de corps intermédiaire où, pour nous, la manif, c'est le moment ultime. Il y a plein de choses avant qu'on essaie de faire et qu'on essaie de bien faire dans un rapport avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires et l'État. Il y a eu cette semaine la fin des négociations entre les différents acteurs des filières. Ça marche dans le lait, ça ne marche pas dans les autres secteurs. Et là, je parle bien de la loi alimentation. Il n'y a pas ce fameux ruissellement qui permet de faire remonter la valeur ajoutée. Pourquoi ça marche dans une filière et pas dans les autres? Alors, je pense que dans le lait, on a un certain nombre d'exemples qui ont montré un chemin. Les gens de C'est qui le patron? Les gens du Massif central qui ont créé la marque Monlait, avec des organisations de producteurs derrière, avec des acteurs qui ont donné des éléments de transparence. Donc les distributeurs se sont sentis un peu obligés d'embrayer la démarche. Sur les autres productions, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et à la FNSEA, on se pose une question fondamentale. Est-ce qu'il faut qu'on soit sur un syndicalisme catégoriel ou est-ce qu'il faut qu'on soit un syndicalisme peut-être un peu plus organisationnel? Et on voit que partout où on a des interpros qui sont fortes, il y a moins de soucis de revenus pour les producteurs. L'aspect du vin est quelque chose qui est très clair. L'aspect des fromages AOC, moi qui suis issu de ces régions-là, c'est aussi un élément qui est très très clair. Et puis, il y a des outils qu'on n'a peut-être pas encore totalement apprivoisés. Notamment, on parle souvent de l'Europe en négatif dans l'agriculture. Moi, j'ai envie de vous parler de l'Europe en positif. Et notamment, le mini paquet lait qui s'est transformé avec un nom de train, Omnibus. Et ce fameux Omnibus, c'est avant tout des moyens qui sont donnés aux producteurs de s'organiser pour créer des organisations de producteurs et créer un rapport de force positif au sein des filières. Ah, justement, attendez. Le patron de Lidl, en fait, Michel Biérot, a dit dans le cadre de ce salon « J'ai pas confiance dans les intermédiaires ». Et parmi les intermédiaires, il y a des groupes coopératifs. Donc les groupes coopératifs, c'est aussi vous, les agriculteurs et les éleveurs. Compliqué? Oui, après, chaque distributeur cherche à flatter le consommateur et à pas trop se mettre mal avec les agriculteurs. Ça fait partie de la politique de communication. Michel Édouard, lui, il achète des pages avec les alliances locales. Il dit aux gens, les EGA, moi je rémunère bien mes producteurs, j'ai pas besoin de tout ce grand cinéma. Chacun a sa stratégie de communication. Moi je pense que dans le fond, pour avoir participé aux EGA, qu'est-ce que je ressens sociétalement? Les paysans voulaient du prix, c'est clair. On voulait un retour de valeur. Et puis, j'ai entendu les consommateurs qui n'étaient pas hostiles à un petit peu plus sur le prix, mais qui voulaient une autre valeur, qui était une valeur de transparence. De transparence par rapport à nos process de production, par rapport à ce qu'on fait dans nos étables, ce qu'on fait dans nos bâtiments d'élevage, dans nos champs, et puis comment ce qu'on fait chez nous se retrouve concrètement dans le produit derrière. Ça, je l'ai énormément senti. Donc, je pense que faut que tout le monde joue sa partition au mieux et surtout qu'on se respecte.
Jean-Paul Lebrun, une dernière question pour Daniel Prieur. Ne tirons pas des plans sur la comète, mais on a l'impression que le scénario noir de la sortie, donc dans le cadre du Brexit, peut se dessiner. Est-ce que vous êtes inquiet? Ben, on est inquiet, et on est notamment inquiet dans certaines régions françaises, celles qui sont les plus proches de l'Angleterre. J'ai vu des responsables laitiers normands qui disent est-ce qu'au mois d'avril, on aura le même contingentement de production qui va passer en Angleterre avec donc les volumes de produits frais. Et on sait que les produits frais, il faut qu'ils soient consommés rapidement. Après, on a une inquiétude sur l'aspect structurel au niveau communautaire. Est-ce qu'il y aura une étanchéité suffisante en lien avec les Irlandes et donc l'Angleterre? Moi, je fais partie des gens qui ont milité depuis... j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à militer. Je me rappelle du Commonwealth et de l'Angleterre qui se servait beaucoup dans ses ex-colonies avant de se servir au niveau de l'Union européenne. Et puis, l'autre élément, c'est quand même l'élément budgétaire dans les négociations de la PAC. Et le Brexit, il n'arrive pas à une bonne date par rapport à ça. Parce qu'avec moins de participation de l'Angleterre, c'est quelque part des arguments pour la Commission pour baisser sa participation à la politique agricole commune. Merci Daniel Prieur. Merci à vous Jean-Claude Desbarres de TV Agri pour une nouvelle collaboration avec Fréquence LG. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci Daniel Prieur. Bonne fin de journée et bonne fin de salon. Alors Daniel Prieur, vous restez avec nous. Malheureusement, heureusement pour nous, on a encore quelques questions à vous poser avec Ugo Franceschi. On parle on le sait, le contexte social en France est un petit peu perturbé à cause de la baisse du pouvoir d'achat. Et le grand débat national organisé par le gouvernement, lui, se poursuit malgré tout. Et un débat dans lequel on entend assez peu la parole des agriculteurs. Et pourtant, on le sait, les enjeux politiques et agricoles sont au cœur de l'actualité. Et on voit ça avec vous, toujours Daniel Prieur, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Et vous, Ugo Franceschi. Bonjour Daniel Prieur. Bonjour. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait par la politique que mène Emmanuel Macron en matière d'agriculture? Aujourd'hui. Il faut répondre oui ou il faut répondre non? Vous répondez la réponse que vous avez. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui la FNSEA se sent soutenue par le gouvernement? Non, il y a des signes qui sont des signes positifs. Et comme lesquels? On attendait des choses sur l'aspect de la gestion des entreprises, de la fiscalité, de l'épargne. Là, il y a des choses qui sont mises en place pour amener plus de résilience aux exploitations. C'est-à-dire que quand il y a un revenu dans une ferme, on ne casque pas tout en impôts et pas tout en charges sociales. Ça permet d'en mettre un peu de côté. Et puis l'année où c'est qu'il y a la sécheresse ou l'inondation ou des moins bonnes ventes, on pourra repuiser dans cette épargne de précaution. Ça, c'est un élément positif qui est lié à la loi de finances du gouvernement d'Emmanuel Macron. Après, il y a des choses qui sont en demi-teinte. On vient de parler des états généraux de l'alimentation. On attend encore de voir. Et moi, je dis à toutes les fédérations que je vais voir, je leur dis, rangez pas trop tôt les drapeaux syndicaux. Il faudra sûrement les sortir et puis aller faire un petit peu le cirque dans certains magasins qui ne joueraient pas le jeu. Et on demande une montée en gamme des produits et en même temps, on a les gens de chez Carrefour qui font du lait bio au prix ras des pâquerettes. Donc, quelque part, on dit à Emmanuel Macron, là-dessus, c'est pas du boulot. Si on veut une montée en gamme des produits, il faut qu'il y ait aussi un accompagnement. Donc, cet aspect valorisation des produits peut mieux faire. Sur l'aspect de la politique agricole commune, il était un petit peu cas dans ses débuts. Il a vu que c'était un élément qui était important, y compris dans son rapport avec les régions de France, parce que la politique agricole, c'est, je dirais, une triple signature, à la fois l'Europe, l'État et puis aussi le rôle des régions. Et s'il y avait une baisse trop importante du budget au niveau européen, ça serait un peu peau de chagrin pour tout le monde. Et donc puis, vous vous êtes senti écouté? Il y a le dernier dossier qui est le rapport agriculture-environnement, où Emmanuel Macron, comme pour le nucléaire, comme pour le diesel, a décidé de faire du glyphosate un marqueur de son quinquennat. Et là-dessus, on était très déçus l'année dernière. On est
un peu, pas rassuré, mais rentrer dans un nouveau dialogue avec le gouvernement sur ce sujet du glyphosate et sur ce sujet des produits de traitement des plantes qu'on appelle vulgairement pesticides. Mais justement, la fin du glyphosate, ça risque pas de pénaliser certains agriculteurs qui ont du mal à faire un bon rendement avec leur champ? Le glyphosate est un sujet qui est devenu un sujet sociétal. Et on voit notamment dans les revendications ça Gilets préoccupe jaunes, beaucoup les citoyens français, Eric en et effet. compagnie, boum, c'est je supprime tout le temps. Je supprime tout de suite. Moi, je suis pas fumeur. Je sais que le tabac, c'est cause de beaucoup de mortalité. Je peux aussi dire, demain, il faut que tout le monde arrête de fumer. Les choses sont un peu plus compliquées. Nous, au niveau de la FNSEA, on sait qu'il y a des techniques qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se passer de glyphosate. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour se substituer au glyphosate? Exactement ça. C'est-à-dire que nous, on demande du temps et on demande que la technicité, la recherche, les aspects qui peuvent combiner un petit peu de chimique, beaucoup de mécanique, puissent prendre le relais du glyphosate. Et c'est l'esprit du contrat de solution que la FNSEA avait déjà proposé l'année dernière, que le camarade Hulot a pris, l'a mis sur son cœur et a dit je le fais bien, ce contrat de solution. Bon, il est parti sans trop s'en occuper, le camarade Hulot. Et puis, là, on a eu Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, ex-élu des territoires, puisqu'il était président de son conseil départemental, qui est venu pour le signer, et il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec le PDG de l'INRA en disant c'est cette maison-là qui peut apporter à la fois des réponses à la société et à la fois à l'agriculture avec ce dossier emblématique qu'est le glyphosate. Mais par exemple, dernière question, Hugo Franceschi. Oui, Didier Guillaume justement parlait du glyphosate et disait que bientôt près de 80% des cultures viticoles en France vont être lavées du glyphosate, n'en auront plus besoin. Est-ce que c'est tenable selon vous ce chiffre? Et même le chiffre d'Emmanuel Macron des 3 ans, d'ici 3 ans on arrête le glyphosate. Alors les 3 ans étaient comme le marqueur sur les aspects du nucléaire ou du diesel. Depuis, c'est de la communication en fait, il n'y a pas de vrai fond. Il y avait beaucoup de com. En même temps, Emmanuel Macron dit qu'il faudra des dérogations là où on n'aura pas d'autre solution. On a notamment les gens... C'est l'Europe qui bloque ça? Alors, je ne sais pas si c'est l'Europe. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique. On a notamment les gens de l'agriculture de conservation qui, d'un côté de bilan carbone, en termes d'imiter l'érosion, en termes d'apporter plein de choses à la société, sont reconnus, mais ils ont un petit besoin de glyphosate à un moment donné dans l'année. Est-ce qu'il faut tout condamner? Des pratiques qui sont très vertueuses d'un côté, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce à un moment donné. Donc moi, il faut qu'on rentre dans l'opérationnel, il faut qu'on rentre dans la discussion. L'INRA va bosser. Nous, on a déjà beaucoup bossé avec 40 partenaires au niveau de la FNSEA pour justement que l'agriculture et la société retrouvent les mêmes couleurs et qu'on soit dans une société qui, pour moi, a besoin de fraternité, et le monde paysan peut apporter de la fraternité à travers ses produits et ses pratiques. Merci Daniel Prieur. Merci Hugo Franceschi, un beau message d'espoir. Merci Daniel Prieur d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et juste avant, on va pas tarder à rendre l'antenne. Hugo, c'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, on a la chance d'avoir Alban Gamet de Saint-Germain une dernière fois, qui, je le rappelle, se promène un peu partout dans le salon de l'agriculture. Vous étiez dans le hall 3 tout à l'heure, le hall 5 il y a quelques instants. Où êtes-vous maintenant, Alban? Eh bien, maintenant, je suis dans le pavillon 1. Le pavillon 1 où vous pouvez retrouver tout l'élevage et les filières de l'élevage avec les races porcines, bovines, ovines et caprines. Et pour ce dernier jour et ce dernier duplex, voilà, on va un peu se balader donc dans ce pavillon. Je voulais revenir, Bastien Cochet vous a résumé un peu cette édition 2019 en chiffres. Moi, j'aimerais revenir sur la thématique de cette édition, qui est donc des femmes, des hommes et des talents
Oui, c'est pareil. ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien au service de l'agriculture, qui entretiennent l'écosystème de nos territoires, qui produisent des matières premières naturelles, domestiquent les espèces animales et nous permettent aujourd'hui de les découvrir, transmettre enfin toutes les valeurs des métiers agricoles. Hein, on l'a vu aujourd'hui, pour de nombreux exposants rencontrés, c'est une affaire de famille, tout simplement, hein, en général, depuis plusieurs générations. Et c'est l'exemple, justement, l'exemple parfait de la famille Druet, avec Gilles qui a 44 ans, qui n'est pas avec moi, mais qui en fait est l'éleveur de l'égérie imminence. Ça fait 22 ans qu'il a repris l'exploitation agricole de son père, qu'il avait repris également de son père. 115 hectares familial. dans lequel Imminence peut gambader. Alors Imminence, justement, c'est l'égérie de ce salon. Imminence qui a 5 ans, qui est de la race Bleu du Nord, qui pèse 710 kg, donc une belle bête, et mesure 142 cm de long. Voilà. Alors aussi un autre point. Aujourd'hui, on parle des métiers ruraux en disant que c'est des métiers difficiles. J'aimerais souligner qu'aujourd'hui, 1/3 des salariés agricoles sont des femmes. Donc c'est une très belle chose aujourd'hui, et qu'un quart des exploitations agricoles sont gérées par des femmes. Et enfin, en terminant par le concours général agricole créé en 1870 qui chaque année prime le meilleur de la génétique animale et des produits du terroir français, avec donc 3 catégories: les animaux, les produits évins et les jeunes professionnels. Merci Alban Gamet de Saint-Germain, merci d'avoir été tout au long de ces 9 jours au Salon d'Agriculture, un peu partout pour nous permettre de voyager, nous, en direct depuis ce plateau. On vous retrouve quand même tout à l'heure à partir de 14h30. Merci à vous Alban. Merci. Et on va... Et on enchaîne maintenant tout de suite avec Jean-Paul Hébrard. Vous avez changé de siège, Jean-Paul Hébrard. Oui, mais encore plus confortable, celui-là. Encore plus confortable, effectivement. Président de TV Agri, on va parler avec vous d'agriculture urbaine, avec vous Jean-Paul Hébrard, mais également avec vous Yanis Darras. Oui, bonjour Jean-Paul Hébrard, et je crois, si je ne me trompe pas, que vous êtes assez spécialisé dans le domaine justement de l'agriculture urbaine. Très juste. C'est vrai que l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Alors au début, on n'en parlait pas trop. C'était un peu un concept un peu nébuleux, savoir comment l'agriculture pouvait regagner la ville, puisque la ville libère des espaces. Hein. Il y a des voitures qui quittent la ville aujourd'hui, il y a des parkings qui se libèrent, il y a des toits qui deviennent aujourd'hui accessibles, d'où l'idée de développer l'agriculture urbaine. Oui, en fait, l'agriculture urbaine, avant tout, c'est une reconquête verte, on peut le dire, de la ville. C'est à la fois une reconquête parce qu'il y a des espaces qui se libèrent, mais c'est aussi le fait que le consommateur est de plus en plus éloigné de la production. Donc il a une vision un peu floue de comment on obtient des tomates, comment on obtient du basilic, et ça nous a donné l'idée de créer en fait des entreprises dans l'agriculture urbaine, et en particulier une qui s'appelle Aéromat. Oui, dont vous êtes le président d'ailleurs. Exactement. Et justement, donc, on imagine bien que l'agriculture urbaine, ça permet de recréer du lien et entre le consommateur et l'agriculteur, et aussi entre les consommateurs entre eux. Comment aujourd'hui l'agriculture urbaine s'inscrit dans notre développement urbain ? Alors c'est vrai qu'il ne faut pas du tout imaginer que l'agriculture urbaine va être concurrente de l'agriculture des champs. Même si aux États-Unis, souvent, il y a des grands projets de fermes urbaines qui vont produire de façon intensive. On en parlait également aussi à Paris. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas les opposer, même si ça s'oppose dans certains pays. Il faut au contraire voir qu'il y a complémentarité. L'agriculture urbaine permet aujourd'hui d'être en quelque sorte une ambassade pour l'agriculture des champs. C'est-à-dire qu'il faut essayer de profiter de ces zones d'agriculture au cœur des villes pour amener les agriculteurs périurbains à pouvoir réaccéder aux consommateurs sans passer par la case grande distribution. Et c'est là-dessus que nous, on essaie de développer justement des synergies entre les agriculteurs périurbains et les agriculteurs donc urbains. Et puis aussi, même si on produit en culture hydroponique, par exemple, des herbes aromatiques sur le toit de certains bâtiments, on fait appel aux agriculteurs périurbains pour venir livrer des produits. Et est-ce que aussi on peut imaginer une synergie avec les agriculteurs les plus éloignés des villes, notamment ? Alors oui, parce que vous nous parlez de périurbains, mais il y a des agriculteurs qui sont très loin des villes, hein, qui sont même en zone rurale. Comment, eux, on peut les inclure justement dans cette politique d'agriculture urbaine ? Grâce aux technologies, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut recueillir en fait tout ce qui est commande de la part de salariés qui se trouvent sous un toit. Alors nous on a des fermes, on a 2000 salariés et dessus il y a un toit où on produit de l'agriculture. À partir d'applications numériques, on peut récupérer toutes les attentes, tous les besoins de ces salariés qui disent tiens, ce soir j'aimerais bien repartir avec des tomates, mais j'aimerais bien aussi repartir, pourquoi pas, avec de la viande. À partir de ce moment-là, on peut demander à certains agriculteurs et créer un véritable réseau d'agriculteurs éloignés de la ville qui se regroupent
pour livrer, en fait, et là ça vaut le coup puisqu'on regroupe des offres différentes pour livrer ses salariés. L'intérêt, c'est qu'on passe pas par la grande distribution. Donc l'intérêt, voilà, vous nous le dites, c'est de ne pas passer par la grande distribution. Et Paris d'ailleurs est très investi dans l'agriculture urbaine. Plusieurs projets sont en cours d'élaboration ou vont commencer. Comment on peut imaginer aujourd'hui que Paris arrive à reconquérir du terrain ? Puisque l'espace à Paris est assez limité, vous nous parliez de parking, mais ça ne sera pas suffisant. Paris souhaite quand même mettre en place 30 hectares de terres agricoles d'ici 2020. Donc quels espaces peuvent être repris à l'urbanisation massive ? Alors c'est vrai que depuis 2-3 ans, Paris a une démarche vraiment très active en matière de proposer des espaces à des associations ou des entreprises comme la nôtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces espaces, on arrive à les trouver. Ce qui est plus compliqué, c'est à trouver le modèle qui permet à ces entreprises qui s'installent de vivre. Et c'est vrai que nous, on ne pense pas que le modèle est du tout dans la production qui devient concurrentielle par rapport à ce qui se fait en plein champ, où là, on ne sera jamais compétitif. Mais il faut au contraire être capable de pouvoir ajouter des couches de valeur ajoutée, être capable de pouvoir proposer des services, du lien, du coaching, du relationnel dans l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, une société qui travaille donc dans l'agriculture urbaine arrive à en vivre ? Puisqu'on est dans une politique agricole assez productiviste, et ici, sur des petits terrains, ce n'est pas forcément possible. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à en vivre ? D'où l'intérêt de ne pas essayer d'en vivre uniquement au travers de la production, mais essayer justement de pouvoir proposer des choses nouvelles, du service aux salariés, la capacité à pouvoir les mettre en relation. Nous, on a créé un concept qui s'appelle Home Garden. Home Garden, c'est créer une nouvelle pièce. On pense aujourd'hui que dans l'habitat, il est temps de créer une nouvelle pièce qui rapproche l'habitant ou le salarié dans une entreprise de la production agricole. C'est vrai que quand on a eu besoin, il y a quelques siècles, d'aller se laver, on a quitté la rivière pour créer une pièce, la salle de bain, et au début ça semblait fou aux habitants de libérer de l'espace pour créer une salle de bain. Et aujourd'hui, c'est bien sûr nécessaire et indispensable. Mais c'est exactement pareil, je pense, pour le futur, il sera nécessaire de créer une pièce pour être capable de créer, de produire directement dans les maisons, dans les entreprises. À terme, on doit donc s'attendre à voir dans les appartements une pièce dédiée entièrement à un petit jardin, en fait, un jardin intérieur. Exactement, c'est un concept architectural qui s'appelle Room Garden, qui est un lieu dans lequel on peut produire, par exemple, des citrons. Vous avez envie de cuisiner, vous avez envie d'aller chercher des herbes aromatiques, pas de souci, vous avez une pièce tout de verre, très lumineuse, qui est vraiment un puits de lumière dans votre cuisine. Petite serre finalement. Une sorte de serre intérieure, voilà. Merci Jean-Paul Hébrard. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Jean-Paul Hébrard de nous avoir expliqué vraiment le concept d'agriculture urbaine et tous ces petits concepts. Et puis voilà, qui sait, d'ici quelques années, on aura tous une petite une salle, une petite pièce, un petit potager intérieur. Garden. Une room garden. Voilà, on va garder ce nom-là, ce sera très bien. Merci Jean-Paul Hébrard, merci beaucoup Yanis Darras. Et c'est déjà la fin, Hugo Franceschi? Non. Eh bien si, malheureusement, ça va être l'heure pour nous de nous quitter. C'est déjà la fin d'À Travers Champs, du 11e numéro d'À Travers Champs. C'est la fin même de notre aventure au sein d'agriculture, dans le format que l'on connaît. Merci à vous tous, en tout cas, de nous avoir suivis tout au long du salon, autour de ces 11 émissions, avec toute l'équipe de Fréquence J. C'est pas encore l'heure des au revoir, hein, puisque nous on se retrouvera malgré tout cet après-midi à 14h30. Notez bien le rendez-vous, hein, 14h30. Faut surtout pas louper ça. Voilà, surtout pas louper ça. On montrera un petit peu tout le contenu backstage et finalement comment on travaille aussi sur le stand du Siècle Vert, comment on travaille, vous l'avez vu ici, en collaboration avec TV Agré, avec Jean-Paul Hébrard et avec plein d'autres personnes extrêmement vitales au bon déroulement de ces émissions, de cette émission d'À Travers Champs, mais pas que, de toutes les émissions qui ont lieu sur ce stand et sur TV Agri chaque jour, Hugo. Tout à fait, et puis surtout que ça va être notre reporter culinaire, Alban Gamet de Saint-Germain, qui viendra vous faire découvrir tous les coulisses de l'émission. Et puis évidemment, nous serons en direct depuis le studio Siècle Vert ici, mais ce ne sera pas À Travers Champs, ce sera évidemment une émission sur un format un peu spécial, vous le dites. À travers l'Oge finalement, ce sera un nouveau concept, une deuxième émission, ça durera voilà, à peu près aux alentours d'une demi-heure, de 14h30 à 15h. Je vous donne donc rendez-vous à cette heure-là. En attendant, je vous invite à réagir tout au long des émissions, tout au long de votre aventure au sein de l'agriculture, si vous y êtes aujourd'hui ou si vous y avez été dans la semaine ou même pas d'ailleurs, avec le hashtag Siècle Vert, et à le retrouver, ce hashtag Siècle Vert, sur Twitter. On se donne donc rendez-vous à 14h30 avec Dimitri Hainaut. À tout à l'heure.